Accrochez-vous, ça va faire mal. Avec un con comme moi, on s'amuse. Mauvais journal. Frank Magic. Avec un con comme toi, on se fait chier. Michel Tuttle. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Frank Magic. Michel Tuttle. Et qui sont les 4 cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans? Adieu. Mauvais journal. Donc, voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un mauvais travail série Mauvais Journal, puisqu'il va s'agir en partie d'une interview. Et bien entendu, pour interviewer, je ne pouvais être seul car voici mon binôme magique, Frank Magic. Comment vas-tu? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Impec. Et maintenant, peux-tu nous dire de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh ben, on va parler d'un livre sur un sujet qui nous a accompagnés pendant notre adolescence. Mais j'ai un retour dans mon casque. Il y a un double son ou quoi? C'est ça le fond. Il y a un double son, ouais, c'est ça? Tu t'entends? Eh bien, on va parler d'un livre sur un sujet qui nous a accompagnés pendant notre adolescence, un animateur radio hors du commun, Gérard de Suresnes. D'ailleurs, lors de cette émission, il y aura des intervenants mystères qu'ils seront beaucoup moins lorsque vous aurez entendu leur voix magnifique. Ceci étant dit, allons à la rencontre de Thibaut, l'auteur de ce livre. Bonjour Thibaut. Salut. Alors on est très content de te retrouver pour ton livre Le Con de minuit aux éditions de Noël, sorti en septembre de cette année. Un livre qui, comme on l'a dit en préambule, parle de la vie du fameux Gérard de Suresnes. Thibaut, tu es journaliste indépendant, tu as écrit entre autres l'enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès pour le magazine Society et c'était passionnant. Tu as également écrit L'inconnu de Cleveland en 2023 et donc, pendant 5 ans, sur ton temps libre, avec beaucoup d'investissement à la lecture du résultat, tu as écrit Le Con de minuit, mais avant de parler du bouquin, peux-tu te présenter et nous dire pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui était Gérard et que faisait-il à la radio? Alors moi je suis journaliste depuis une quinzaine d'années maintenant, j'ai 42 ans et j'ai travaillé pour l'essentiel au Parisien à la rubrique des faits divers et depuis 6 ou 7 ans maintenant je suis journaliste indépendant et j'écris des longs formats pour la presse magazine essentiellement sur des histoires judiciaires et criminelles qui est ma spécialité de départ. Gérard, en 2 mots, Gérard c'est un ancien routier alcoolique qui à la fin des années 90 va devenir, grâce à un concours de circonstances un peu improbable, animateur radio sur Fun Radio dans une émission nationale. Et cette émission, c'est une émission de débat qui s'appelle Les Débats de Gérard, qu'anime cet homme, qui a une trentaine d'années au début de l'histoire. La particularité, c'est qu'en fait, ce n'est pas en fait une émission de radio, c'est un dîner de cons, un canular géant, dont Gérard est le souffre-douleur. Et ce canular, cette émission, cette fausse émission, qui devait durer quelques semaines, va durer en réalité 6 ans. D'accord, ça commence à peu près en 96, je crois. Oui, c'est ça, fin 95, début 96, ouais. Minuit 2h. Si je serais pas intelligent, je ferais pas des débats, hein, brouti. Débat de Gérard. Bonsoir à tous, bonsoir Hugo, bonsoir Manu et bonsoir Pildar. Donc, on va attaquer les débats. Bonsoir. On va attaquer les débats en espérant que ce coup-là, ça fonctionnera un petit peu mieux que les autres durant l'année dernière qu'on avait fait. Bon, mais je fais qu'une fois par mois pour l'instant, donc on va essayer de faire quelque chose de potable, si ça veut bien. Écoutez ce qu'on dit. Alors, pour ça, on accueille Téléscrotte, 25 ans de Paris. On écoute Fun Radio 100.9. Bonsoir à toi. Bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir. Petite orbite, 24 ans de Toulouse, 96.8. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Suceuse, 27 ans, Dijon, 103.4. Bonsoir à toi. Salut GG, salut Manu, salut Finda, salut Rigo, salut les auditeurs. Roosevelt, 23 ans, Bordeaux, 95 FM. Bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Salut, je viens de te dire bonsoir. Ok. Bon. Alors, débat sur les ovnis et les extraterrestres. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. L'IRC www.funradio, c'est Rigo qui vous y accueille. Donc, sur l'IRC, je préviens tout de suite que les questions, j'y répondrai petit à petit. Mais si ça concerne Sandy, ce n'est pas la peine de me les annoncer. D'accord, Rigo? Ouais, bien. Il y a le Minitel aussi, non? Non, le Minitel, il fonctionne pas. Alors, ils en ont remis un en dessous, là, je le vois. Il y en a un en dessous. Donc, 3615 code Fun Radio, rubrique direct, et voilà. Donc, alors, première question. Pensez-vous que les ovnis ou les extraterrestres existent-ils?
existe? Oui, bien sûr. Si oui, où? Alors, pour ça, on va demander à Télescrotte. Alors, Anka, je sais pas ce que tu fous jusqu'à maintenant. Moi, je suis Anka. J'ai travaillé avec Gérard, enfin travaillé entre guillemets, de 2000 à 2002, puisque j'étais la standardiste du Star System et de Max à cette époque, à Fun Radio. Et j'ai rencontré donc Gérard physiquement et radiophoniquement aussi d'ailleurs, parce que moi, j'étais pas du tout auditrice des débats avant de plonger dans l'univers Fun Radio en tant que standardiste, quoi. Et donc je connaissais pas du tout l'émission avant de travailler pour l'émission. Et j'ai donc rencontré Gérard un jeudi soir, puisqu'il venait pour faire le premier débat de la saison. Je m'en souviens très très bien parce que j'ai plongé dans un autre monde ce jour-là. J'ai complètement halluciné. Tous les gens de la radio sont restés. D'habitude le soir c'était un peu une ambiance intimiste. En plus Max aimait bien avoir son studio, son ambiance. Donc le soir, l'émission était assez tard. Donc les gens n'étaient pas là. Le reste de la radio rentrait après une journée de travail, etc. Et ce jour-là, les animateurs du matin, par exemple, il y avait Martin Lègle, je me souviens très bien de Martin, qui est resté pour voir Gérard. Et toute la radio transformée en espèce de gag géant avec des verres d'eau coincés au-dessus des portes pour que quand il ouvre une porte, il se prenne de l'eau sur la tête. Enfin, c'était vraiment... c'était du vidéo gag, quoi. À base de on met du savon par terre pour qu'il glisse. Enfin voilà, c'était un petit peu comme ça. Et moi j'ai réellement halluciné. Je le connaissais pas du tout avant de le rencontrer physiquement. Et bon, j'ai été un peu drivée par Manu et Fildar à l'époque qui m'ont expliqué ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Et donc je m'en suis remise à eux pour gérer le truc. Et après évidemment j'ai comme beaucoup complètement plongé dedans, quoi. Comment t'en es venu à te dire que t'allais écrire sur ce sujet? Il y a eu un déclic ou alors juste t'avais besoin de connaître le personnage plus profondément pour compléter un portrait qu'on ne connaissait que par le biais de l'émission et qui était un portrait très très incomplet du coup. Très incomplet et qui s'est avéré en grande partie faux quand je me suis mis à enquêter sur Gérard et sur son passé. Si tu veux, j'ai quitté le Parisien avec l'envie d'écrire des longs formats, donc d'abord dans la presse magazine, et puis j'avais assez rapidement envie d'écrire des livres. Je suis passionné de lecture et de littérature. C'était un vieux fantasme que je nourrissais, et j'avais un carnet de notes avec des idées, et puis dans des circonstances que je raconte dans le livre, je me réintéresse à Fun Radio et à cette grande époque de la libre antenne de Fun Radio en 2015. Et ça m'amène à me réintéresser à ce qu'est devenu Gérard, qui est un personnage qui a marqué mon adolescence. J'étais un auditeur et de la libre antenne de Max et de Gérard, mais tout ça m'était un peu sorti de l'esprit. Je pense comme beaucoup d'adolescents de la fin des années 90, à partir du moment où j'ai commencé à avoir Internet à la maison en 99-2000, j'ai commencé à abandonner la radio, qui était le seul média disponible dans notre pieu, quoi, quand on était gamin, quand on n'avait pas la télé dans notre chambre. Et en me réintéressant à Gérard, ou en tout cas à cette époque-là, je vais aller voir sur Internet ce qu'est devenu Gérard. Je me dis, tiens, ce type-là, qu'est-ce qu'il a pu devenir 15 ans après ou 20 ans après que j'ai cessé d'écouter. Et là, je tombe sur cette fiche Wikipédia qui est bourrée de conneries, mais c'est normal parce que personne n'avait fait le boulot de vérification que j'ai fait aujourd'hui. Mais il y a quand même des informations qui sont correctes. La première, c'est que j'apprends qu'il est mort jeune, très jeune, à l'âge de 43 ans, d'un cancer. Et la deuxième chose, et c'est vraiment ça qui va allumer la mèche de ce bouquin, c'est que il est indiqué qu'il a été enterré au Carré des Indigents. Et en fait, ça va être vraiment un énorme choc pour moi parce que les personnages de radio, quand on est un ado de la fin des années 90, tous ces gens-là, Max, Gérard, dans une moindre mesure, mais ce sont des superstars. Enfin, je veux dire, nous, on les voit comme ça parce que la radio étant ce média qui nous est hyper proche, pour nous, ce sont des vedettes. Et je sais bien que Gérard n'était pas une vedette de radio comme les autres, je l'avais quand même compris. Mais le fait de savoir 15 ans après que ce type-là, qui a été à l'antenne pendant tant d'années et qui a été écouté par des dizaines, des centaines de milliers de personnes, qui sur une radio nationale, est enterré
dans le carré des indigents, c'est-à-dire est mort dans la solitude et la misère sociale la plus absolue, ça me fait toucher les fils, quoi. Je me dis, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui s'est passé depuis que j'ai arrêté d'écouter cette émission, qui fait que ce gars-là est mort dans cette misère-là, et il faut que je comprenne pourquoi. Il faut que je comprenne ce qui s'est passé pour que cette fin soit si tragique. Et c'est comme ça que je commence à vouloir me documenter, et que de fil en aiguille, cette envie de savoir va devenir un livre. Alors j'allais te poser une question, en fait, c'était par rapport au personnage qui introduit un petit peu le livre, hein, sans trop spoiler. On parle d'un certain Kevin, un ado de 14 ans qui vit à Erani, une commune du Val d'Oise. Alors ce Kevin, pour moi au début, en fait, pour moi c'était un peu le lecteur du livre. Je pensais pas du tout, enfin je pensais que c'était un prétexte en fait pour contextualiser et nous immerger un peu dans l'histoire, mais en fait non, pas du tout. En fait, il aura un rôle dans la vie de Gérard plus tard. Et la question que j'allais te poser, justement, mais tu y as un peu répondu, c'est est-ce que ce Kevin, c'était un peu toi, finalement, aussi? Mais tu nous as un peu répondu, t'étais un fan de Gérard et t'écoutais la radio comme nous. Je crois que Kevin, c'était un peu nous, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'as bien compris quelle était la fonction de Kevin à ce moment-là du récit, c'est effectivement d'incarner l'auditeur lambda de la libre antenne de Max, de cette fin de décennie 1990, de présenter le branleur qu'il était et qu'on était, si tu veux, à peu près tous. Ouais. Je fais une petite incise, mais j'ai un copain une source plutôt, qui est juge d'instruction au pôle criminalité, crime organisé du TGI de Paris. Ok. Que j'ai rencontré dans le cadre de mes fonctions de journaliste judiciaire. Et donc c'est un type, c'est une énorme tronche, quoi. Hein, et il m'a envoyé un message en me disant qu'il écoutait les débats de Gérard. Et je lui ai dit, écoute, t'es peut-être le seul que je connais des débats de Gérard qui a réussi un concours aussi dur que celui de l'École nationale de la magistrature, quoi. Parce que moi j'écoutais les débats de Gérard, mais je veux dire, j'avais les bulletins de notes qui allaient avec derrière, quoi. Et le vendredi matin, valait mieux pas qu'il y ait dissertation, quoi. C'est ce que j'allais dire, on arrivait quand même plutôt fatigué le vendredi matin, en cours de sciences-phi, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Kevin, il correspond bien à ça, donc je pense que c'est le branleur dilettante, ce que beaucoup des auditeurs qui étaient encore debout à 2h du mat étaient. Et puis il me permet aussi d'insuffler tout de suite dans le récit, d'immerger tout de suite dans cette époque avec tous les codes vestimentaires, la musique, Nirvana. Ouais, d'ailleurs, je te coupe, tu fais une erreur dans le bouquin. Ah. Tu cites la marque de ses chaussures. Gérard aurait pas du tout aimé que tu cites une marque à l'antenne. Ben là, je pense que ça c'est vrai que c'est blasphématoire. Il y a beaucoup trop de marques dans ce livre d'une manière générale. C'est vrai. C'est l'époque. Ouais. Mais effectivement, il a cette fonction-là. Il permet en fait au lecteur, qui sera dans une grande majorité un ancien auditeur ou quelqu'un qui a connu cette époque, de s'identifier. Et là où je fais un petit twist, effectivement, c'est que on s'imagine de prime abord que Kevin est un personnage un peu prétexte, et en fait, effectivement, il va avoir une fonction excessivement importante dans la suite du récit. Ouais, parce qu'on en reparlera plus tard, mais bon, j'ai envie de le dire maintenant. Tout ce que tu racontes, tu le fais dans une démarche journalistique, et tout ce que tu racontes est vrai. Il y a pas Absolument. C'est un roman, mais pas romancé. C'est ça, c'est-à-dire que le problème de l'adjectif romanesque ou romancé, c'est qu'il a deux acceptions. La première, c'est que quand on dit qu'un livre est romancé, c'est qu'il se lit comme un roman. Voilà, ça j'accepte, et c'était évidemment mon intention. Mais romancer, ça veut aussi dire fictionner. Et en ce qui me concerne, absolument rien n'est inventé dans ce livre. Quand je dis que le tapis est rouge, c'est qu'il est rouge. Quand je dis que il y a 104 ampoules au lustre du Waldorf Astoria, c'est qu'il y en a 104. Quand je dis que l'écran géant du Madison Square Garden fait un immeuble de 20 étages, c'est que j'ai vérifié ça, je le sais, c'est documenté. En fait, absolument tout est documenté, tout est recoupé. Donc ça se lit comme un roman parce que je m'inspire d'une tradition journalistique qui s'appelle la narrative non-fiction et qui consiste à raconter des histoires vraies comme si elles étaient avec les outils du romancier, voilà. Mais absolument tout est rigoureusement exact. Et Kevin, puisqu'on m'a posé la question, j'en profite ici pour le dire, Kevin existe bel et bien.
Bah oui, c'est ce que j'ai compris donc plus tard dans le récit. D'ailleurs, c'est tellement flippant tellement on dirait qu'il y avait des caméras dans ma chambre les jeudis soirs de débat. Tu décris précisément le rituel du jeudi soir. En fait, c'est un rituel que nous deux, Francky et moi, on avait. Puisque on écoutait les débats et tout ça, et puis tu décris ça très technique, et puis il y a même des petites choses qui m'ont fait sourire, comme à un moment tu parles même du casque de Walkman qui fait que tu pouvais pas te retourner dans ton lit. Et moi j'ajouterais que nous on enregistrait en cassette les débats. Donc c'est une cassette de 90 minutes, et la nuit si on écoutait ou pas, fallait quand même la retourner dès que ça claquait en pleine nuit. Voilà, c'était un petit détail technique à apporter. Je crois que j'étais rentré dans ce niveau de détail-là dans une première version du texte avec Kevin qui appuyait sur record pause, tu sais, et en fait je l'ai viré parce que je me suis dit c'est vraiment le lecteur qui sait pas ce que c'est qu'un lecteur cassette. Il pourrait quand même y en avoir. Je me suis dit bon, vire ça, c'est pas grave. Et donc je vois très bien de quoi tu parles. C'était dans la première version du livre. Ah, tu vois. Alors bon, avant son arrivée sur Fun Radio, GG il a eu une vie, et tu en parles assez, même très précisément. C'est d'ailleurs l'intérêt principal du livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton cheminement pour avoir ces informations si précises justement? Par moment, on a vraiment l'impression que t'étais avec Gérard. Donc bon, on l'a compris, t'as rencontré des gens. Alors sans forcément préciser qui, après tu peux préciser. Tu peux nous dire comment ça s'est passé un peu? Alors je vais pouvoir te dire les choses avec un certain niveau de détail, mais tu vas comprendre pourquoi je peux pas aller trop profondément dans les explications. En gros, moi je suis journaliste, j'allais dire professionnel, c'est mon métier quoi en fait, hein. Et donc j'ai écrit dans des journaux et dans des magazines. Et donc je suis rompu quand même à la pratique de ce métier-là, qui consiste principalement, quand on fait de l'enquête journalistique, à solliciter deux types de sources: les interviews, donc les gens qui ont connu ton sujet, qui ont gravité autour, avec une proximité variable, hein, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Tu parlais de l'inconnu de Cleveland, mon précédent livre, j'ai fait 2000 kilomètres pour rencontrer un type qui avait connu mon sujet pendant une demi-heure, mais c'était une demi-heure que j'en avais besoin, donc j'ai fait ces bornes-là, et dans le bouquin ça fait 3 lignes, mais il faut aller chercher ce niveau d'information, ce niveau de détail si on veut faire le boulot que je veux faire correctement. Donc d'abord, identifier les gens qui peuvent t'aider à reconstituer des parcours de vie, à reconstituer des scènes, puisque tu l'as compris, effectivement c'est ma particularité, c'est que dans la narrative non-fiction on raisonne vraiment en termes de scènes, comme dans un film, et donc d'abord répertorier ces gens-là, les interviewer avec un niveau de détail très élevé, c'est-à-dire que si on me dit j'ai dîné avec un tel, je vais lui demander qu'est-ce que vous avez bouffé quoi, et d'ailleurs parfois ça revient dans le récit quand il y a une scène de repas où je dis ce qu'il y avait à manger, donc c'est parce que je pose ce genre de questions si tu veux, et donc les gens la plupart du temps me disent je me souviens pas, mais parfois on me dit je me rappelle. Et puis le deuxième type de source que je sollicite, ce sont des documents écrits. Il y a un certain nombre, j'ai eu accès à un certain nombre de documents dans mon bureau. J'ai 4. J'ai 4 classeurs de rangement avec exclusivement des documents liés à la vie de Gérard, et c'est là où je vais pas pouvoir aller trop loin dans le détail, hélas. Ce sont des documents qu'un journaliste normalement ne peut pas avoir accès. Donc il a fallu que j'y ai accès d'une manière ou d'une autre. J'ai rien volé, hein, j'ai rien fait d'illégal, je rassure tout le monde. Mais de fait, j'aurais pas dû avoir accès comme journaliste, j'aurais pas dû avoir accès à ces documents. Donc ce sont des documents administratifs, je peux pas être beaucoup plus précis que ça, je m'en excuse. Je pense que la plupart des gens en lisant le livre comprendront de quel type de documents il s'agit. Mais c'est ce qui me permet aussi d'atteindre ce niveau de détail avec une certitude absolue, c'est-à-dire que je suis pas dans
Je ne suis pas dans l'hypothèse. Quand je dis que Gérard a tel niveau de QI, c'est parce que je le sais de manière absolument certaine. J'ai les documents qui le prouvent. J'ai les preuves réelles, comme dirait Gérard. J'ai les preuves réelles. Oui, bonsoir. Bonsoir Rigaud. Moi c'est Rigaud, j'étais dans l'équipe des débats de Gérard, nommée la Dream Tease, de 98 à 2000, période qui est considérée par de nombreux fans comme l'âge d'or des débats de Gérard. Et mon rôle, c'était de faire du bon boulot. Rigaud, pour l'instant, il y a que toi qui fais du bon boulot, les deux autres là, pour l'instant, ils nous font de la merde. Ok? Alors c'est clair et net, ou on travaille en équipe, on fait du bon boulot, ou on travaille pas. Alors pour planter le décor, et je pense que c'est essentiel dans l'histoire que tu racontes, tu reviens sur la création de la libre antenne façon années 90 et de Loving Fun, une émission emblématique de Fun Radio. Alors après son départ de la radio, Arthur laisse un grand vide qui impactera négativement les audiences de la radio. Sans tout raconter, car c'est parfaitement expliqué dans le livre, Benoît Sillard, alors directeur de la station en 92, se dit que pour revigorer sa radio, il ira chercher les bonnes idées aux États-Unis. Ainsi, il envoie ses espions voir ce qui s'y passe, espions qui reviennent avec, dans leur valise, un format qui inspirera Lovin' Fun, Loveline. Tu nous y racontes la grandeur, la décadence de l'émission pour en arriver au Star System, l'émission où Gérard naîtra radiophoniquement grâce à Max. Gérard arrive donc à l'antenne en 95. Tu décris cette première intervention avec des coups d'œil dans les coulisses de la radio et ça c'est incroyable. Toi, ta première rencontre radiophonique avec Gérard, tu t'en souviens ? Pas précisément. En revanche, je me souviens que j'ai découvert Gérard à l'époque de la cabine. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux périodes de Gérard, hein, comme chez Picasso, et il y a la période cabine, qui va durer presque un an, où Gérard intervient depuis la cabine téléphonique en bas de son HLM à Suresnes, et pour l'essentiel, c'est pas que ça, mais pour l'essentiel, récite des poèmes d'amour. Je voudrais te dire je t'aime dans une ferme. Je voudrais te dire je t'aime sur une moto. Je voudrais te dire je t'aime dans un camion frigo. Je voudrais te dire je t'aime sur un tracteur. Je voudrais te dire je t'aime quand on fait les vendanges. Je voudrais te dire je t'aime sur un air d'accordéon. Je voudrais te dire je t'aime sur une moissonneuse batteuse. Je voudrais te dire je t'aime sur un air de trompette. Ah ouais. Je voudrais te dire je t'aime. Ouais, c'est bon, mais moi pas ça. Vas-y, continue. Je voudrais te dire je t'aime à moins 30 degrés. Mais je voudrais te dire je t'aime quand je coupe l'herbe au lapin. Oh là là! Non mais où tu vas chercher toutes ces conneries? Et c'est à cette époque-là que moi j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai connu le Gérard de la cabine. Je m'en souviens très bien. Il faisait aussi des blagues, et puis parfois on lui passait des auditeurs. Déjà, hein, ça commençait déjà. Et donc moi j'ai écouté ça, je me souviens pas d'avoir entendu la rencontre, c'était à plus de 3h du mat', hein, donc j'étais quand même peut-être piauté à cette heure-là. Entre Gérard et Max, qui va avoir lieu à peu près un an après le premier coup de fil de Gérard depuis sa cabine à l'antenne de Max. Et puis après, je vais écouter les débats, au moins jusqu'à l'arrivée de l'équipe de ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or des débats, c'est-à-dire fin 98, début 99, avec Manu, Rigaud et Filda. Ce que j'allais dire justement après, c'est Max et Gérard se rencontrent en vrai. Gérard, il est où Gérard? Aïe aïe aïe, regardez! Oh, ça y est, j'ai serré la main de Gérard. Gérard, le Star System, ça va mon grand? Bon, très bien, ça me fait plaisir, hein, enfin de te rencontrer. T'as de la chance, t'es même pas au courant comme quoi que je suis là. Voilà, Ouais, elle dort. Salut au moins notre routier, regarde ça, le camionneur quand même, fait un petit signe. Dans le routier. Voilà, donc Gérard est là, Gérard est... Florent, ouais. Gérard n'a pas mis les tongs. Il les avait, attends. Il les a perdus au milieu du couloir de Fun. Il nous a mis des chaussettes blanches absolument. Alors voilà, il a mis un beau t-shirt rose. Oh. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter tout le monde à descendre. On va tous aller dans le studio, on va terminer l'émission. On arrive avec Gérard, hein. Ok. Bon, on met un petit disque en vous attendant. Ouais, mets un petit disque et on arrive dans 2 minutes. Ouais, mets un petit disque. Ok, tout de suite. Et on va se mettre un petit Lenny Kravitz. La première fois que j'ai entendu Gérard, c'était pas à la radio, c'était dans le couloir de Fun, je l'ai entendu gueuler. Moi j'étais dans le studio 2 à ce moment-là, c'était en 97, parce que je préparais l'émission de rap du week-end. J'avais pas trop conscience de ce qui se passait sur l'antenne de Fun, parce que ça m'intéressait pas vraiment, c'était pas mon univers, la libre antenne pour ados.
Et j'ai entendu gueuler, je suis allé voir ce qui se passait, j'ai vu Gérard sortir du studio. Enfin d'abord j'ai vu Cyril l'Alligator sortir du studio, et j'ai vu Gérard lui courir après en gueulant. C'était surréaliste, incroyable. Là on dépassait le stade de l'émission d'après Loving Fun avec des ados qu'appellent quoi. C'était autre chose. Et là tu sens qu'il se passe un truc quand tu vois ça. Tu sens que tu dépasses le stade de ce que devrait être une libre antenne le soir sur Fun Radio quoi. Et c'est impressionnant. Et il avait une stature du mec quand même assez droit dans ses bottes, c'est ça qui était rigolo avec Gérard. Il était chez lui, il calculait pas trop les gens qu'il connaissait pas. D'ailleurs pas grand monde lui parlait vraiment si t'avais pas déjà une petite accroche avec lui. Hein. Moi j'ai mis un moment avant de lui parler directement je crois. Gérard prend le micro, il est vite à l'aise et c'est parti pour des années de débats de Gérard en tant que tel, donc de 97 il me semble à 2002. Et comme tu le disais, les puristes vous diront qu'il y a eu un âge d'or et je ne les contredirai pas. Parce qu'effectivement, il y a l'arrivée de Manu, Fildar et tout ça et c'est... on en parlera peut-être après, je sais pas, mais ouais, effectivement, à la réécoute des débats de 97, c'est juste un bordel en fait, j'ai l'impression. Voilà. Oui, c'est pas très... Bon... Oui, c'est-à-dire que la particularité des débats de Gérard, c'est que c'est une anarchie orchestrée quand même. C'est-à-dire que il y a ce principe qui sous-tend l'émission, qui est celui du dîner de cons, avec la particularité que il faut, et c'est ça la confidence dont Gérard n'est pas informé, c'est qu'il faut le faire s'énerver quoi. On se moque de lui, de son inculture, des détails de sa vie privée qu'il révèle imprudemment à l'antenne. Et au départ, il n'y a vraiment pas de règles, c'est l'anarchie presque la plus totale, hormis le principe que je viens d'évoquer. Les auditeurs rentrent, sortent, sans être tellement filtrés. Tout le monde peut participer au débat, et comme la moyenne d'âge est quand même pas très élevée, c'est quand même beaucoup de gamins de 14-15 ans qui appellent, qui ont compris le principe de l'émission et qui l'appliquent sans aucune nuance, quoi, qui appellent, qui disent à Gérard tu pues, t'es con, et qui raccrochent, quoi. Donc c'est vraiment le bordel total. C'est souvent sur 2 heures d'émission, 1h50 de cris, quoi, de hurlements de Gérard qui dit qui essaye de virer des auditeurs qui sont là, qui l'insultent, hein. C'est beaucoup d'insultes au départ, quand même. Ouais, c'est ça, c'est ce que disait Manu. Alors je sais plus dans quel, je crois que c'était sur Radio Campus justement, qui disait que en gros c'était des gens qui arrivaient, qui appelaient et qui disaient juste ta gueule Gérard, machin et tout ça, qui voulaient le faire crier. Et eux ils ont instauré un truc où on pouvait plus entendre Gérard justement digresser. C'est ça. En fait, si tu veux, c'est là où ça devient vraiment drôle, quoi. Évidemment, on parlera après j'imagine, de tout l'aspect cruel de cette histoire. Mais il faut pas occulter l'aspect amusant des débats de Gérard au premier degré, qui sont en fait, c'est les brefs de comptoir dans la vraie vie, quoi. Moi, je suis un fou des brefs de comptoir, j'adore ça. J'avais même les VHS à 18 ans, des pièces de théâtre adaptées par Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point. J'adore ça. J'aime, si tu veux, cette espèce de philosophie prolo, ces aphorismes de comptoir. Ça me fait marrer, quoi. Et j'aime la sagesse populaire quand elle se prend pour plus sage qu'elle ne l'est, quoi. Moi, ça me fait rire. Et effectivement, à partir des années Manu Fildar, Rigaud, 4 auditeurs vont être sélectionnés et vont avoir le statut de convives exclusifs des débats de Gérard. Et ils ont comme particularité d'être des bons clients dans le sens où ils laissent parler Gérard, ils lui posent des questions, ils le font s'énerver aussi parce que ça reste quand même le principe central de l'émission. Et puis ça, faut ajouter juste pour te couper que même en préambule, sans trop dévoiler non plus le livre, tu le dis même en privé, Gérard à la base avec ses amis, c'est un peu ce qui se passe aussi. Ses amis adorent s'amuser à énerver Gérard pendant les repas. Oui, c'est un peu le gag alors c'est pas, il a pas beaucoup d'amis Gérard, mais effectivement j'en ai rencontré 2 et quand ils ont découvert les débats de Gérard des années plus tard, ils ont pas été très surpris que le principe soit précisément de le faire s'énerver, parce que ces 2 amis m'ont dit mais c'est
c'est ce qu'on faisait, et nous, pour le faire s'énerver, on lui disait t'es pas cap, quoi. C'était la phrase magique. Si tu disais à Gérard t'es pas cap, tout de suite il montait sur ses petits chevaux et il disait mais bien sûr que si, je suis cap. Enfin voilà. Et si tu veux, j'ai connu des alcooliques dans ma vie, et t'as différents types d'alcooliques, mais l'alcoolique nerveux, c'est quand même une catégorie d'alcooliques bien connue et bien répandue. Et donc Gérard faisait partie de ces alcooliques qui s'énervaient facilement et dont l'alcool faisait vite bouillir la marmite, quoi. Pour moi, les débats, avant tout, c'était une bonne tranche de rigolade avec mes potes, et j'inclus Gérard, j'inclus l'IRC, j'inclus tous les gens qui ont fait que cette magie existe, en fait. Bah, c'était surtout son émission avant tout, hein. C'était l'émission de Gérard. Il s'est retrouvé avec une émission, c'était lui le chef, nous on était son équipe. Alors moi je suis arrivé, c'était déjà les débats, ça tournait déjà comme ça, qui finalement ne sont pas des débats, mais un tour de table où les auditeurs répondent chacun leur tour à des questions loufoques. Ils sont d'accord avec Gérard, ils sont pas d'accord, c'est un peu tout le truc, et les réponses débiles et les questions débiles, quoi. Bah, le but global, c'était de se marrer, de passer un bon moment, hein, même pour Gérard. Lui, il était pas forcément dans le truc sérieux, je fais un débat sérieux, il savait qu'il appelait à Fun Radio. Ah, voilà, on n'était pas non plus sur France Culture. Donc c'était de se marrer. De l'autre côté du poste, je sais pas, parce que j'ai jamais été auditeur. Ça, c'est plutôt vous, les gars. Bah oui, mais il faudrait peut-être qu'ils se dépêchent, parce que sinon... Anka, l'internet, ça risque d'être limite. C'est clair. Ouais, ça risque d'être la catastrophe. Super doué en internet. On va faire plein de connexions. Assez rapidement, pour moi, les débats de Gérard, ça représentait une espèce de récréation. Il faut dire que moi, je découvrais la radio à ce moment-là, je prenais le truc un peu sérieusement, je voulais faire du journalisme, etc. Donc, pour moi, c'était un métier, c'était un salaire. Il y avait, comme dans toute entreprise, des négos avec les patrons pour obtenir des tickets resto, des heures sup, etc. On était un peu payés au lance-pierre, contrairement à ce qu'on faisait croire à l'antenne. On disait que c'était une vie de rêve et tout ça, mais on avait des réunions, des objectifs, enfin voilà quoi, c'était quand même un vrai boulot. Et le moment où Gérard arrivait dans la radio, c'était une espèce de bulle où on était tous des sales gosses. On devenait tous, on laissait parler un peu notre côté potache, notre côté lâcher prise. Voilà, c'était, on avait la connerie quoi. Voilà, et c'est quelque chose qui était pas désagréable et qui est resté, je trouve, un petit peu. Et moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir quand je revois les anciens de cette époque, parce que c'est un petit truc qui est resté. Et ça, c'est chouette, parce que je pense qu'on en a besoin quand même. C'est une soupape de décompression. Voilà. Bien évidemment, personne n'a jamais peaufiné un avis en écoutant un débat de Gérard. Ça, c'est évident. Alors dans le Con de minuit, on en apprend un peu plus sur la relation de Max et de Gérard, de comment l'animateur quand même en coulisses essaie d'aider Gérard et comment il essaye de le secouer pour trouver un travail, des choses comme ça. On a également Julie, une standardiste qui de son côté l'écoutait attentivement, s'est penchée sur ses malheurs, la machine à café, et avait même assisté GG dans des démarches administratives. C'est histoire de nuancer un peu ça. Alors celle-ci quittera l'émission quelque peu dégoûtée à la longue du sort que GG subissait, un peu à l'usure. Alors cette partie, elle soulève déjà le souci que pouvait susciter ce dîner de con. D'ailleurs, elle sera pas la seule personne à quitter le navire des débats pour cette raison. Et à l'aune de ton livre et des années qui sont passées, on peut reconsidérer son propre rôle, passif certes pour la plupart dans ce spectacle, mais on a cautionné, on a beaucoup ri, sans penser à mal, et sans se pencher 2 secondes sur le fait que Gérard était vraiment quelqu'un de cassé. Et toi, à plus forte raison, après avoir mis le nez dans la vie pré- et post-débat de Gérard, une vie difficile de mec vraiment cabossé, est-ce que t'as pensé à ça, assez rapidement ? Ouais, bien sûr. Évidemment, si tu veux, c'est-à-dire que moi, quand j'ai 15 ans, je me marre. Je suis conscient, on est tous un peu conscients que ce type, quand même, probablement, n'a pas une vie facile. On entend dans sa voix que c'est un gars qui vient d'un milieu défavorisé, qui a cette espèce de parler des faubourgs, de garçon boucher parisien. Voilà, ça sent pas son 16e arrondissement, quoi. Et donc on imagine bien, surtout quand il vient bourré à l'antenne, ce qui est assez rare en vérité d'ailleurs, il faut le dire. La plupart des débats, il est sobre, mais bon, on entend bien quand même qu'on a affaire, ne serait-ce que par les détails de sa vie privée,
qui donne à l'antenne qu'on a affaire à quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé, qui a probablement qui a pas eu une enfance dorée, quoi. Mais je veux dire, on se pose pas plus de questions que ça. Et ça fait partie du personnage, et c'est probablement ce qui nous fait marrer aussi, parce que on a affaire à quelqu'un qui, dans nos vies respectives d'ados de 15 ans, sont des gens qu'on ne fréquente pas, qu'on peut pas fréquenter. Donc, je pense on devine ça. On devine que cet homme cache probablement quand même un passé pas tout à fait, pas très heureux, quoi. Pas très linéaire, et mais pas davantage. Et je pense qu'à 15 ans, d'abord on pense même pas au lendemain, si tu veux. On commence à rien, on est dans l'instant présent et rien d'autre, quoi. Forcément, 20 ans après, 25 ans après, quand je m'aperçois que Gérard est mort dans les circonstances dans lesquelles il est mort, c'est l'homme qui m'intéresse tout de suite. Et évidemment, je peux pas m'empêcher de me dire, qu'en faisant le boulot que je m'apprête à faire, je secoue un peu l'ado de 15 ans que j'étais en lui disant, mais intéresse-toi un peu à ce type, quoi. Pourquoi t'as le droit de te marrer, mais tu peux aussi essayer de savoir, tu peux aussi essayer d'avoir du recul quand même. Mais j'en avais pas. Et donc ce recul, je l'ai pris 20 ans après, en me disant que après m'être marré avec la bête de foire, j'allais m'intéresser au bonhomme qu'il y avait derrière. Le personnage que vous avez découvert, entendu à la radio, à l'antenne, c'était exactement le même hors antenne. C'était un personnage, c'était pas un acteur, il jouait pas un rôle. Donc il était 100% nature. Peut-être un peu plus cru parce que justement il était pas en direct à la radio. Quoique vous avez pu entendre des moments où il croit qu'il est pas à l'antenne à la radio. Et voilà, c'était Gérard. Il avait quand même un côté un peu réservé avec les gens qu'il connaissait pas. Mais toujours droit dans ses bottes. Moi, au tout début, quand je l'ai rencontré, Gérard, ça m'a fait un peu de peine, parce que quand j'ai vu que, le coup, par exemple, des verres d'eau coincés au-dessus des portes, je me disais quand même, le pauvre et tout, c'est pas cool, ils sont pas sympas avec lui. Et donc, je l'ai pris un peu en pitié, et il a assez vite capté ça avec moi. Donc, systématiquement, il venait me voir en plus, moi, j'étais la fille de l'équipe. Donc il venait me voir en me disant j'ai froid, j'ai pas de pull, tu m'offres un café, enfin voilà, et c'était bon pour lui, c'était évident qu'il fallait le faire, quoi. Donc il y a eu ce jeu qui s'est installé entre Gérard et moi où il essayait d'obtenir un maximum de trucs de ma part, et il en jouait un petit peu avec moi en fait, de la corde sensible et possiblement une forme de culpabilité, je sais pas, moi j'ai un peu halluciné en apprenant qu'il avait 74 de QI parce que j'étais persuadée qu'il jouait beaucoup et qu'il rentrait dans un rôle. Et j'avoue que maintenant j'ai quelques doutes, mais à l'époque je pensais que c'était un jeu entre lui et moi, et c'est un jeu qui est allé assez loin parce que il est allé une fois jusqu'à me dire, moi je l'appelle un jeudi pour prendre le pouls, voir dans quel état il est, et s'il va être capable de venir, lui rappeler qu'on est jeudi aussi parce que on savait pas tellement comment il vivait le reste du temps quand il était pas à la radio. Et je l'appelle pour lui dire, bon, tu te souviens qu'on est jeudi, on t'attend à la radio ce soir et tout, voir comment il me répond et s'il est déjà un peu chaud, bouillant ou normal. Et il me dit, mais moi je vais pas pouvoir venir, j'ai pas de chaussures. Et là, je comprends qu'en fait, il écoute la radio, qu'il a entendu qu'il y avait une paire d'Adidas, machin, je sais pas quoi, à gagner. Enfin bon, là, c'était, on faisait gagner pas mal de trucs à l'époque. Et là, il y a cette espèce de petit jeu entre nous qui commence, où moi je lui dis, bah écoute, t'as pas de chaussures, d'accord, mais bon, t'as toujours ta bouche, tu peux parler, tout ça. Et ça palabre et ça dure 20 minutes et tout. Et au bout d'un moment, je craque en fait, et je lui dis, bah écoute, tu sais quoi, je t'envoie un taxi avec des pompes, tu mets les pompes, et tu viens. Et tu viens en taxi. Voilà. Et donc j'ai craqué. Et je trouvais que c'était de bonne guerre de sa part, parce qu'après tout, on se foutait un peu de sa gueule, et que il fallait bien qu'il en retire aussi quelque chose. Certes, il en a retiré une notoriété, mais enfin, c'était une notoriété qui était quand même un peu fatigante à gérer, je pense. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'était effectivement, comme l'a très bien dit Thibaut, le con de minuit. Et du coup, en contrepartie, il obtenait des trucs, et je trouvais que c'était de bonne guerre, donc je finissais par lâcher en général. Voilà. Pour la première fois, j'ai pris l'avion. Cela a été drôle. Pour la première fois, j'ai pris l'avion. Cela a été drôle. Pour la première fois, je suis monté sur un bateau. Pour la première fois,
je suis venu à Cannes. Pour la première fois, je vois des gens de Cannes. Pour la première fois, j'ai fait une émission de Cannes. Pour la première fois, j'ai vu des gens de la télé. Pour la première fois, j'ai été touché. Pour la première fois, je vois des stars inconnues. Pour la première fois, je voudrais que l'on se promène sur le pont d'un bateau. Je voudrais que tu deviennes ma princesse sur un yacht. Et alors, t'as choisi d'appeler Gérard le poète, et moi je trouve que c'est un mot qui lui va bien, au sens où, d'une, il manie le verbe avec un style bien à lui, et de deux, il est le poète de sa propre vie. Parce que c'est un aspect du personnage qui ressort du livre, on voit qu'il a un regard parfois enfantin sur le monde qui l'entoure, et qu'il a sa propre version de la vérité. Au point qu'on se demande, par rapport à certains événements de sa vie que je ne spoilerai pas ici, quand est-ce que Gérard a salement menti, et quand est-ce qu'il croyait à ce qu'il racontait. C'est difficile à dire, hein. Moi je tranche pas, j'essaie de présenter les faits que moi j'ai pu recouper et que je présente comme des faits avérés. Et ce qui mentait sciemment, tu sais, moi j'ai fait du fait divers, donc ça fait plus de 15 ans que j'écris des histoires criminelles. Je me suis intéressé notamment à l'affaire Daval que peut-être vous vous rappelez, donc cet homme qui a tué son épouse en faisant croire que qu'elle avait disparu pendant son jogging, qui est apparu sur les caméras de télé en disant mais où est ma femme, et en fait c'est lui qui l'avait tué, tu vois. Et on sait pas pourquoi ce gars-là il a menti. Moi j'ai récupéré son dossier d'enquête judiciaire, j'ai lu ses expertises psy, il y en a eu 4, personne n'est capable de dire est-ce qu'il croyait à ses mensonges ou pas. Jean-Claude Roman, l'adversaire d'Emmanuel Carrère, qui est devenu le film que vous connaissez, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il croyait vraiment à son mensonge? On n'en sait rien. Est-ce que Gérard croyait à son mensonge? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai fait comme boulot, c'est que j'ai repris les déclarations de Gérard à l'antenne, je les ai mises de côté, et puis moi, j'ai fait le boulot qui consistait à retrouver des éléments tangibles et vérifiables sur son passé. Et puis à la fin, quand j'ai comparé les deux, il se trouve qu'effectivement, Gérard a pas dit grand chose de vrai à l'antenne. Il a dit que c'était un enfant de la DAS, ça c'est vrai. Qu'il était routier, c'est en partie vrai. Mais ça s'arrête à peu près là, hein. Pour le reste, beaucoup des choses qu'il a dites se sont avérées fausses. Est-ce qu'il en avait conscience? J'en sais rien. C'est ce qui m'interroge sur ce personnage et sur ce type de personnage, c'est à quel point en fait la vérité qu'il énonce est celle qu'il a dans sa tête. Et puis, mais c'est aussi par rapport à, par exemple, tu vois, le fait que dans les débats de Gérard, par exemple, il puisse sortir des vérités, avec assurance, qui ne sont pas des vérités en fait, mais que lui pense vraiment des trucs vraiment vrais, qui sont absurdes et que tu te dis en fait, il a le fonctionnement d'un enfant. Alors ça peut s'expliquer par rapport à son QI et ça s'explique aussi par rapport à son vécu. Mais je pense que c'est presque sa force entre guillemets parce que c'est une des choses qui rend le personnage fascinant, intéressant, attachant et qui lui donne aussi pour moi ce statut de poète en dehors du fait qu'il écrivait des poèmes. Pour moi, c'est une forme de poésie de savoir en fait, surtout quand t'as une vie aussi difficile que la sienne, d'arriver en fait à te créer une réalité qui est parallèle à ta vie, mais qui est pas tout à fait la réalité, et d'y croire quoi. Comme de croire qu'il fait partie du monde de la radio, qu'il fait partie de ce monde-là en fait. Oui, ça pour le coup, il a l'air vraiment d'y croire quoi. Hein. Mais ouais, je pense que t'as raison, c'est-à-dire que évidemment c'était drôle malgré le fait que c'était cruel, mais je pense, et je le dis dans le livre, je pense que ce qui nous faisait qu'on écoutait cette émission, c'est aussi parce qu'on avait de la tendresse pour le bonhomme, quoi. Ça me paraît évident. On sentait bien qu'on avait affaire à quelqu'un qui maîtrisait pas toutes les ficelles de l'émission, mais il avait cette espèce de sincérité. Tu vois, j'emploie, je crois, le terme, il y a une phrase du bouquin où j'écris quelque chose du genre
en écoutant Gérard, on ressentait la tendresse qu'on ressent vis-à-vis de ceux qui nous affligent, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. On sentait bien que ce gars-là, il avait envie d'être aimé, il avait envie d'être reconnu, il avait envie de faire partie de la bande, il avait envie qu'on le considère comme un animateur comme un autre, quoi. Nous, on savait que c'était bidon, mais cette volonté-là d'appartenance, elle avait quelque chose de super touchant, de presque un peu bouleversante. Et quand je vois la communauté de fans que draine encore Gérard 25 ans après, c'est pas des mecs qui se paluchent sur un type qui se fait massacrer à l'antenne. C'est des gens qui ont de l'affection pour ce bonhomme, qui ont de la tendresse pour lui, qui parfois peut-être ont envie de le secouer en lui disant « Mais putain Gérard, réveille-toi, tu vois pas où t'es, tu vois pas ce qu'on fait autour de toi », mais pour lequel on a une tendresse infinie. Et moi, j'aurais pas consacré 5 ans de ma vie à Gérard si j'avais pas cette tendresse-là pour le bonhomme. Donc oui, il y a ce côté poète, c'est un peu, tu sais, la figure du clochard céleste, quoi. Il est le philosophe de son monde, quoi. Donc c'est bien que ça, c'est pas de la, tu vois, que c'est pas Yankelevitch, quoi, mais que ça va pas voler hyper loin, mais pour lui, c'est ça. Et forcément, ça nous touche. Enfin, ça, j'espère en tout cas que ça touche n'importe qui à un cœur correctement constitué. Après ça, il faut pas aussi écarter, il faut pas considérer Gérard, en tout cas, j'apporte des éléments dans ce sens-là dans le livre, comme une victime universelle de cette histoire. Gérard, lui rendre son humanité, c'est lui rendre sa complexité. Donc, considérer Gérard comme une victime, comme un jouet, comme une marionnette sans libre arbitre et totalement incapable de juger par lui-même, c'est vraiment le considérer, c'est lui enlever son humanité en fait. Moi je pense, et c'est une hypothèse que je développe dans le livre à travers un personnage, je pense que Gérard avait son libre arbitre, je pense qu'il avait ses qualités, ses défauts, et je pense que d'une manière ou d'une autre, si l'émission a duré 6 ans et qu'il est retourné à l'antenne pendant 6 ans, c'est que il y a trouvé son compte, peut-être pour de mauvaises raisons, peut-être pour de bonnes, mais en tout cas, moi j'y crois, et je crois qu'il faut lui rendre cette part de libre arbitre, sans quoi on le prend pour plus con qu'il ne l'était. Ok, et avec un con comme lui, on s'amuse. Et avec un con comme toi, on se fait chier, mon petit, voilà. Bah oui. Alors il y a des moments aussi touchants que drôles, hein, quand disent beaucoup sur le poète. C'est, je vais reprendre le poète parce que je trouve ça pas mal comme définition du GG. C'est lorsque Gérard et sa petite amie de l'époque, Sandy, grâce à Arnold, il faut le dire, animateur alors de la radio, se retrouvent à New York au milieu de tout le vrai star system américain pour l'avant-première de Godzilla, le tout arrosé par Sony en partenariat avec Fun. Alors ce passage, aussi touchant que drôle, nous décrit entre autres le moment où, pour l'avant-première, Gérard et Sandy doivent s'habiller classe à base de pins footix. Tout le voyage est incroyablement raconté, on vous laissera le découvrir directement dans le bouquin, c'est un de mes passages préférés. Et juste, sachez que GG se retrouvera sous les flashs des photographes du monde entier, épaule contre épaule avec Nick Nolte, un acteur mondialement connu. Et j'ai d'ailleurs vu cette vidéo passer sur les réseaux, et j'ai appris que c'était toi qui l'avais déniché, c'est incroyable. Ouais. Alors c'est quoi, c'est des images d'une chaîne japonaise que t'as déniché, ça ? Ouais, c'est donc j'ai partagé, je fais un peu de fan service depuis l'apparition du livre, parce que il se trouve que j'ai, dans mon enquête, exhumé pas mal de photos et aussi cette vidéo. Et il n'y a pas de cahier photo dans le livre, pour des raisons qu'on pourrait évoquer d'ailleurs, mais en tout cas, il n'y a pas de cahier photo. Et donc, il me paraissait normal de pas garder tous ces documents pour moi et de les partager avec la communauté des fans. Et donc, le jour de la parution du livre, j'ai partagé ce petit film que j'ai retrouvé vraiment dans les tréfonds du web, je sais même plus comment d'ailleurs en fait pour te raconter la vérité, mais il se trouve que j'ai retrouvé cet extrait donc diffusé à la télévision japonaise dans l'émission qui est un peu le Good Morning America du Japon, donc c'est une émission matinale sur la NHK qui est la première chaîne publique japonaise. Le jour de l'avant-première de Godzilla, figure de la pop culture japonaise comme tout le monde le sait, donc ils envoient une équipe de télé pour couvrir l'avant-première de ce film-là. Et donc il y a cette soirée d'avant-première, cette fin d'après-midi plutôt,
devant le Madison Square Garden, avec les acteurs du film, avec une pléiade de stars d'Hollywood au firmament, et Gérard de Suresnes, qui est invité. Donc voilà, les détails sont dans le livre, mais enfin tu l'as dit en gros, voilà, oui. Il a bénéficié d'un coup-de-fil, on va dire, pour assister à cette avant-première. Et j'ai retrouvé cette image. Je me suis fadé alors la télévision japonaise, c'est une télévision très bizarre pour ceux qui la connaissent, hein, ça dure des heures comme ça sur des petites séquences qui au JT en France feraient 1 minute 30, eux ça dure 45 minutes, c'est comme ça. Et donc je me suis fadé je me suis fadé toute l'émission japonaise consacrée à cette avant-première. Et je suis tombé sur ce que je cherchais, évidemment, en regardant ça. C'est Gérard et Sandy à l'arrière-plan. La caméra est braquée sur Nick Nolte. Alors Nick Nolte, ça peut-être ça parle pas à tout le monde aujourd'hui, mais enfin c'était une énorme star du cinéma des années 90. Et à l'époque, il venait d'être oscarisé pour un rôle de flic désabusé dans un film qui a été oublié depuis. Mais en fait, c'était vraiment une énorme vedette. Et donc le reporter japonais filme Nick Nolte en train de bavarder, et derrière on aperçoit Gérard et Sandy. Gérard avec son pins footix, on voit pas très bien sur les images, mais je sais que c'est un pins footix, c'est recoupé comme on dit dans mon jargon. Et donc on est juste avant la Coupe du Monde en France, 98. Et donc il y a ce moment incroyable de la vie de Gérard où ce gars-là qui 48 heures plus tôt était dans son HLM à Suresnes avec des factures impayées, se retrouve épaule contre épaule avec l'une des plus grandes stars d'Hollywood, le temps de marcher quelques mètres sur ce tapis rouge vers l'entrée du Madison Square Garden. Ouais, et je vous invite vraiment pour ce genre de moment de la vie de Gérard qui est très précise aussi. Il y a vraiment des petits trucs comme ça, des petites choses comme ça, c'est très touchant, et puis ça peut... Enfin bon, bref, j'en dis pas plus parce que c'est un moment que j'ai beaucoup aimé. Alors le souvenir de New York, moi je l'ai redécouvert dans le bouquin en fait, c'est en lisant le bouquin que je me suis rappelé que en fait c'est pour ça que j'avais pas de souvenir de ça, c'est qu'en fait il s'était rien passé. Pour nous qui attendions un moment, un truc, du contenu, comme on dirait maintenant. Ce séjour à New York dans l'hôtel le plus classe de la ville, ça fait partie des choses que Gérard n'aurait jamais vécues sans ses débats, sans Max, tout comme les boîtes de nuit gratos avec ticket boisson à l'œil ou d'autres réjouissances. C'est un argument qui revient souvent quand quelqu'un pose certaines questions éthiques sur le rôle de Gérard à Fun Radio. Mais dans le Conte de minuit, tu nous racontes une autre histoire d'hôtel qui, elle, n'est franchement pas glorieuse, et je parle pour l'équipe qui était en coulisses. Ça se passe au Festival de Cannes. Pour résumer, toute l'équipe doit dormir dans un appart-hôtel, dont Gérard. Mais Max lui fait croire qu'il a une chambre au Martinez et il l'envoie demander sa clé à l'accueil, évidemment équipé d'un micro puisqu'on est en direct. Et quand le gars de l'accueil dit à Gérard qu'il n'y a pas de réservation pour lui, Max prétexte une erreur et il l'envoie au Carlton pour renouveler le gag. Sachant à quel point une nuit au Carlton ou au Martinez est inabordable pour Gérard, bien plus que pour Max ou les gens de son équipe, je me dis qu'on peut se poser la question d'un certain mépris de classe. Mépris de classe, c'est déjà quand même porter un jugement... Et j'essaye, vous l'avez rappelé, quand même de garder une espèce de distance journalistique, au moins jusqu'à la fin, où je me dévoile un peu plus, parce que je pense que je pouvais pas faire l'économie quand même de me mettre en scène l'auditeur que j'étais et l'homme que j'étais devenu 20 ans après. Ce qui est certain, on est dans le canular, effectivement, probablement quand même de mauvais goût, on peut s'accorder là-dessus. Mais si tu veux, ce qui relèverait du mépris de classe, si je suis ton raisonnement, c'est le principe même des débats. Parce qu'en vérité, Gérard, il est à l'antenne d'une radio nationale sans aucun des codes qui permettrait à quelqu'un, normalement, de passer les filtres qui séparent la vie réelle des médias. C'est-à-dire que, et Bourdieu l'avait bien raconté dans une émission d'arrêt sur image qui est restée célèbre, la télé et la radio, ce sont des endroits où, pour pouvoir être exposé, pour qu'on vous donne un micro, pour qu'on vous tende un micro, il faut correspondre à des codes culturels, à des codes sociaux,
savoir bien parler, pas bafouiller, pas dire de gros mots, être synthétique, ne pas se perdre dans des digressions. Enfin, il y a 1001 filtres qui fait que à la télé, à la radio, on a toujours des gens qui sont culturellement et socialement à peu près homogènes. Et vous avez parfois des gens de classe défavorisée ou des prolos, enfin appelez-les comme vous voulez, mais ça va être pour les micro-trottoirs, vous voyez. Alors Madame Michu, l'inflation, ah bah oui, je peux plus acheter comme avant, nanana. Mais déjà ça relève quasiment déjà du mépris de classe presque, hein, si tu veux. Voilà. Quand t'écoutes Guillaume Meurice faire ses micro-trottoirs, tout le monde trouve ça chic et cool parce qu'il est de gauche. Mais moi, je pense qu'on pourrait très bien aussi trouver que ça relève du mépris de classe, en vérité. Moi, ça me fait un peu cet effet-là, même si on peut nuancer la chose, hein, et par rapport à ce que je dis sur Gérard aussi. Hein. C'est que ça me fait... Pour moi, il y a ça qui pointe un petit peu. Surtout aussi quand tu sais que finalement, ces gens qui bossent à la radio à cette époque-là sont des gens qui ont tous autour de 20-25 ans, qui sont tous bien nés, on va dire, sans être tous des fils de ministres. Mais je veux dire, voilà, ça veut pas dire que c'est leur motivation, ça veut pas dire que c'est profondément que ça, mais c'est vrai qu'avec cette histoire d'hôtel, notamment, je me suis... Ça m'est comme venu à l'esprit, cette histoire-là, de me dire, il y a peut-être un petit peu de ça, ou après, selon aussi l'auditeur, selon le vécu de chacun, il peut y avoir un petit peu de ça aussi. Ouais, mépris de classe, enfin je sais pas, pour les raisons que j'évoquais plus tôt, on peut voir les choses comme ça. Moi je pense que c'est un chose-trappe de plus, si tu veux, c'est une peau de banane dans un champ de peau de banane, quoi. Et finalement, le fait qu'on l'envoie dans des palaces, je suis pas sûr que ce soit, tu vois, qu'il y ait ce genre d'arrière-pensée en vérité. Mais ce qui est certain, c'est que les débats de Gérard permettent, et je dirais même la libre antenne de Max, hein, de mettre à l'antenne et de donner à une exposition médiatique à des gens qui sont pas du tout ceux qu'on a l'habitude de voir en radio, et que les autres radios filtrent au standard. C'est-à-dire que tu as un Gérard de Suresnes qui appelle standard d'RTL, tu peux être sûr que le gars il va se faire jeter. Et là, on a lui, il y a d'autres personnages de la galaxie Max qui vont devenir des figures de l'antenne et qui ont ce profil comme ça socialement défavorisé. Mais le revers de la médaille, c'est que ces gens-là, on leur donne effectivement un micro, mais on se moque quand même un peu d'eux, quoi. Et donc, mais en tout cas, pour répondre à ta question, revenir à ta question, je pense qu'on aurait pu envoyer Gérard dans un camping, demander la clé des toilettes. C'était le même principe en fait. Je crois pas que c'était le plaisir d'envoyer Gérard au Carlton, qui est un endroit a fortiori inaccessible pour lui. Ouais, tu veux dire c'était plutôt créer une situation voulue comme absurde. Oui, je pense que c'était ça. Si tu veux, c'était s'imaginer Gérard à Cannes dans le contexte cannois. Le choc de la Krug et de l'accro, j'ai écrit dans le livre, tu vois, le fait de s'imaginer ça, déjà, pour Max et pour l'équipe, ça devait être quand même un truc un peu amusant de se figurer ça. Et donc oui, je pense que c'est l'idée d'envoyer Gérard dans le contexte du Festival de Cannes, où on n'imagine pas qu'il se serait rendu de lui-même, ou qu'il aurait pu même s'y rendre, le faire squatter un yacht, et puis in fine le mêler au caviar, au Gotha cannois. Je pense que c'est le choc des deux mondes, ce ressort comique là qui était visé plutôt que le décalage social, à mon avis. Mais là, c'est vraiment du domaine de l'hypothèse, j'en sais rien. Après les débats, Gérard est presque laissé à son propre sort, seul. Je dis presque parce que des auditeurs continuent un peu l'aventure en allant à la rencontre de leur héros jusqu'à sa mort en mai 2005. Et ton livre se penche sur un gros dossier qui a beaucoup fait enrager Gérard à l'époque. Son nom, si vous connaissez bien les débats, vous en avez déjà entendu hurler, il s'agit de Fesses de Babouin. C'était un auditeur des débats qui faisait tourner Gérard en bourrique, mais au-delà d'une certaine ligne, c'est-à-dire en s'immisçant dans sa vie privée, jusqu'à aller dans son immeuble afficher des détournements de Gérard sous forme de couverture de magazine. Ça ressemble aux dérives à venir d'Internet et des réseaux sociaux où n'importe qui peut se faire exposer, moqué par des inconnus, sous prétexte d'être passé dans les médias. Je sais pas si tu vois ce parallèle avec
comment dire, les abus qu'il y a maintenant sur les réseaux sociaux et cette idée de projeter, si on projetait en fait la situation de Gérard à notre époque maintenant, qu'est-ce que ça pourrait donner? Mais je pense que ça se finira au tribunal. Ça se finira avec un dossier, un gros dossier. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qui est aussi intéressant dans l'histoire de Gérard et ce qui fait que c'est un objet journalistique intéressant. C'est que ça préfigure plein de choses qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, je pense qu'on peut dire, peut-être mondialement, que les débats de Gérard, c'est le premier reality show. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on va mettre un anonyme sur une antenne médiatique nationale, dont ce n'est pas le métier, qui va être lui-même, et où rien ne sera scripté. Parce que on peut dire il y a eu le loft après, oui, mais le loft c'était en partie scripté. Je veux dire, on sait très bien aujourd'hui, bon, d'abord les gens sont sélectionnés en fonction d'archétypes, etc. On leur fait faire des choses. Les débats de Gérard, c'était pas scripté du tout, c'était Gérard. Gérard à l'antenne, des mecs qui sont là pour le faire bisquer, et puis on regarde ce que ça donne, quoi. Donc c'est le premier reality show 100% en direct. Et sans montage, parce qu'on pourrait dire il y a eu striptease avant, mais striptease c'est monté. Alors c'est vrai que c'est la vraie vie striptease, mais les documentaires en général, ils poursuivent un but artistique, etc. Il y a du montage, les gens sont pas, tout ça est organisé, je veux dire, par des réalisateurs, par des scénaristes qui remettent l'histoire dans l'endroit qu'ils veulent, etc. Les débats de Gérard, c'est Gérard à l'antenne. 200 000 personnes qui écoutent en direct et on voit ce qui se passe, quoi. Et c'est totalement unique, je pense, peut-être dans le monde, à l'époque où ça arrive. Et donc ça préfigure effectivement la télé-réalité qui va pas tarder à arriver après, mais qui, elle, n'osera jamais aller jusqu'à cette anarchie et jusqu'à laisser un homme s'exprimer sans aucun filtre et sans aucun décalage aussi avec le temps, parce qu'on sait très rapidement que le Loft, le CSA, avait demandé à ce qu'il y ait quelques minutes de décalage avec le direct pour pouvoir faire des coupes, etc. Les débats de Gérard, c'était 100% en direct. Hein. Ouais, il y avait zéro censure, hein. C'était incroyable, hein, comme espace de liberté. Absolument zéro censure. Et d'ailleurs, on peut se demander, enfin moi on m'a posé la question, mais j'ai pas la réponse, comment ça se fait que le CSA a laissé les débats de Gérard pérenniser pendant 6 ans sans jamais lever le petit doigt, quoi. Je crois qu'il y a rien eu en fait, sur. Au moment du dérapage final, le CSA, d'ailleurs j'ai reproduit la décision du CSA dans le livre, le CSA va réagir, et d'ailleurs assez positivement, en disant certes c'est un dérapage inacceptable, mais la direction de Fun Radio a très bien réagi face à ce dérapage. Ouais, ça faut le dire, il y a eu une réaction instantanée en fait à l'antenne instantanée. Le réalisateur et le standardiste ont tout de suite réagi et l'émission a été interrompue immédiatement. Donc oui, ça préfigure la télé-réalité, ça préfigure aussi les dégâts de la télé-réalité, quoi. C'est-à-dire qu'on se souvient tous de Loana projetée sous les feux des projecteurs, et de la déchéance qui a suivi pour cette femme, qui a eu tous les déboires qu'on connaît, et qui sont revenus de manière épisodique dans la presse People. Elle a beaucoup souffert d'être devenue du jour au lendemain la mégastar qu'elle était, sans aucune assistance, ouais, sans aucune aide, sans aucune préparation. Et il n'est pas impossible que Gérard, quand il a quitté les feux de la rampe, ait aussi souffert de ne pas savoir comment gérer l'après. Ça préfigure, oui, le harcèlement de masse, parce qu'en fait la libre antenne c'était un des premiers espaces d'interactivité, c'est-à-dire où des auditeurs, des gens du public, disons, pouvaient interagir avec quelqu'un qui était au micro, qui était mis en avant dans un média. Et effectivement, ça a donné des canulars
d'un goût pas toujours super élégant, mais qui était resté quand même très bon enfant. Je veux dire, ce qu'a subi Gérard, c'est ce que t'as rappelé. C'est des courriers bidons dans sa boîte aux lettres qui disaient qu'il allait partir en tournée alors que c'était faux. C'était des crottes de chien sur son paillasson. C'était des faux journaux qui racontaient des histoires qui étaient tellement énormes que tout le monde aurait pu comprendre quand même rapidement que c'était bidon. Ou voilà, à la loco, des affichettes qui disaient qui donnaient les tarifs des sous-vêtements de Gérard, quoi. Donc c'était quand même assez bon enfant. Ce qu'a subi de plus violent, si je puis dire, Gérard à travers ses trolls, c'est un entartage. Alors je minimise pas, se faire entarter, je pense que c'est quand même une forme de violence. C'est certainement pas très agréable, c'est nécessairement humiliant, mais enfin ça reste, on est très loin de ce qu'on constate aujourd'hui avec des gens qui déposent plainte parce qu'on menace de mort leurs enfants, leurs familles, où on leur met des balles de calibre dans une enveloppe. Gérard n'a jamais été menacé de mort, n'a jamais été menacé physiquement, combien d'entartage. Donc ça c'est resté quand même, c'était du trollage de bac à sable, quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi je le juge. Aujourd'hui, on voit que déjà on peut atteindre des gens, des vedettes sans aucun filtre. Là, il y avait quand même le filtre du standard. Pour atteindre Gérard, il fallait quand même passer le fil du standard, il fallait réussir à récupérer son adresse, son numéro de téléphone. C'était pas donné non plus à tout le monde, ce genre de choses, faut pas croire. Mais aujourd'hui, vous voulez vous attaquer à une vedette, vous la suivez sur Instagram, vous lui envoyez un DM en lui disant va crever connard, ou en lui disant je vais te buter, c'est beaucoup plus simple, et c'est beaucoup plus massif. Donc, mais ça annonce quand même ça, c'est-à-dire c'était évidemment Internet, c'est l'interactivité la plus totale. Et finalement, la libre antenne nocturne, c'est les débuts quand même de l'interactivité. Donc ça annonce ça aussi, et c'est en ça que c'est un peu une matrice intéressante qui mérite qu'un journaliste se penche dessus. Au-delà du récit en lui-même et de l'histoire humaine, ça dit un peu quelque chose aussi de ce qu'on est en train de vivre. On peut trouver des points communs entre les débats de Gérard et la télé-réalité qu'on a connue plus tard. Mais ça faisait partie de l'univers de Max, ça en fait, c'est pas forcément propre au débat de Gérard, puisque Max, il racontait sa life, il aimait bien sortir avec le micro, faire des paris by night, ça faisait quand même partie de son aventure. Après, effectivement, le côté réalité, de ramener les histoires de problèmes sociaux, de la vraie vie, du passé de Gérard et tout, ouais, forcément, il y avait un côté striptease, quoi. En fait, c'est une émission qui allait avec son époque. Et je me suis souvent posé la question de qu'est-ce que ça donnerait avec les réseaux de maintenant, ou si cette émission elle avait lieu maintenant par rapport au réseau. Et je pense que c'est pas le bon raisonnement, parce que cette émission elle était comme ça justement aussi parce que elle était dans son époque. Un individu de type Gérard, si j'ose dire, en 2024, il veut briller un peu en récitant des poèmes. Bah il allume son téléphone, il se met sur TikTok. Ça prend pas, quelles qu'en soient les proportions. Ça existera quand même, mais ce sera autre chose, parce que c'est pas la même époque. Alors ouais, la misère sociale dans laquelle était Gérard, de toute façon, tu la voyais tout de suite en le côtoyant un petit peu, mais ça équilibrait un peu avec le personnage quand justement aussi tu le côtoyais un petit peu, de par son caractère, de par sa façon d'être. Après, fallait pas être détective pour comprendre que Gérard, c'était quelqu'un d'abîmé. Ça se ressentait, et lui, il était gêné de ça. C'est surtout dans l'univers de la radio, c'était pas son univers. Il sentait bien que il y avait des jugements, des regards, mais il avait quand même une espèce de fierté de gaillard là, avec son franc-parler, un peu biscornu, qui regarde pas les gens dans les yeux. J'avoue que quand Love Story est arrivé, c'était la petite révolution, ça devait être en 2001. Et tout le monde parlait de la télé-réalité, et c'est là qu'est apparu ce terme en fait. Jamais de la vie on a évoqué le terme de radio-réalité pour parler de ce qu'on faisait avec Gérard, parce que finalement c'était juste l'extension de ce qui existait déjà, c'est-à-dire des libres antennes. Enfin, sur Fun il y avait les nuits 100% auditeurs, etc. Et donc il y avait déjà cette immersion dans la vraie vie, qui était médiatisé, donné à entendre, donné à pas à voir du coup, mais donné à entendre par la radio.
Donc moi, j'ai pas du tout fait le lien. En revanche, j'ai pensé à Gérard et à ce qu'on faisait dans les débats de Gérard quand est apparu L'amour est dans le pré. Parce que L'amour est dans le pré, je trouve qu'il y a des petits points communs de temps en temps. Il y a cette espèce de tendresse de Karine Le Marchand envers les agriculteurs, et pour autant, elle se fout quand même un peu de leur gueule. Elle le fait gentiment, elle les titille, mais c'est aussi une manière de placer les gens en face d'eux-mêmes, quoi, de dire regarde là, tu vas un peu loin, t'es pas très classe, t'es pas très ceci, t'es pas très cela. Et quelque part, c'est un peu ce qu'on faisait avec Gérard aussi, hein. Il y a comme eu des limites qui ont été franchies sur le plan de la vie privée, par exemple comme divulguer son numéro de tatou à l'antenne, permettre des blagues aussi, des insultes, des choses sur sa vie privée, alors qu'il y avait comme des choses qui étaient posées. Et là-dedans, moi j'ai une petite réflexion quand même qui me dire que Max là-dedans, c'était un peu le daron quoi qui donnait le feu vert. C'est déjà, il était plus âgé que tout le monde, il était plus âgé que son équipe, Max. Il me semble que quand il avait 27 ans, les autres avaient 22, 23 et aussi son équipe était aussi plus âgée que nous, la plupart des auditeurs quoi. Et que de certaine manière, j'ai l'impression que le fait que Max permettait des choses de plus en plus sans trop finalement recadrer, comme balancer ce numéro de tatou à l'antenne, etc. Bah finalement, ça a ouvert un peu la porte aussi à d'autres pour aller de plus en plus loin et jusqu'à même justement on parlait de fesses de babouin qui allait foutre des trucs dans le hall de chez Gérard. Il y a des trucs qui peuvent être rigolos, il y a des trucs où on est quand même pas loin du harcèlement. Je viens dans ton immeuble, etc. Je te prends en photo dans la cantine universitaire où tu bosses ou je sais plus quoi. Et enfin moi je me dis quand même dedans, il y a Max, il savait très bien recadrer Gérard, mais est-ce qu'il a déjà recadré son équipe autrement que par calcul, c'est-à-dire en se souciant vraiment de la dignité de Gérard en fait, en se disant attention, ou est-ce que c'est pas finalement des recadrages juste pour dire bon bah là ça gueule trop dans l'émission, faut qu'on fasse ça autrement. Mais est-ce que Max se souciait vraiment de la dignité de Gérard au sens où enfin, par rapport à ce qu'il recevait à l'antenne, les insultes qu'il entendait, les sujets qui étaient abordés, etc. J'ai pas recueilli de témoignages dans ce sens-là. En tout cas, en ce qui concerne son équipe, à aucun moment, mais peut-être que quelque chose a pu m'échapper, hein. Mais dans les témoignages des membres de l'équipe que j'ai recueillis, à aucun moment j'ai un témoignage du type Max nous a dit de lever le pied, de pas évoquer sa vie privée à l'antenne, ou pas tel aspect de sa vie privée. Ça a pu arriver, mais moi je l'ai pas documenté en tout cas. Là où il a posé une limite, c'est avec certains auditeurs, effectivement, notamment après l'épisode de la désactivation de son tatou, ce qui est quand même un trollage qui est peut-être là aussi aller un peu trop loin, mais effectivement il y a des auditeurs qui ont réussi à trouver le code secret qui permettait à l'opérateur tatou, donc tatou c'est des beepers, hein, il faut être des darons comme nous pour le savoir. On en avait tous, mais comme en fait on n'avait pas d'amis, ben ça servait à rien quand on l'avait à la ceinture, c'est comme ça. Enfin qu'on n'avait pas d'amis qui avaient des messages à nous envoyer, quoi. On avait 14 ans, donc voilà. Et donc Max à ce moment-là, c'est une scène que je raconte dans le livre, va essayer de retrouver les auditeurs qui ont réussi ce tour de force et va les tricardiser du studio et de l'antenne de la libre antenne de Max. Donc il va savoir à ce moment-là mettre une limite. Et en même temps, le numéro de tatou, c'est lui qui le donne, hein, donc à l'antenne. Hein. Et oui. C'est pour ça, en tant que figure un peu de chef, un peu le papa, etc. Le fait que lui-même balance le numéro de tatou de Gérard, c'est un côté un peu permissif. C'est allez-y, faites-vous plaisir. Si moi je fais ça. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés dans la bande de trolls. Pour résumer un peu les choses, c'est des gens qui trollent, mais enfin bon, c'était un peu du trollage quand même. Hein. Ils m'ont dit qu'il y avait eu ce côté-là, quoi, c'est-à-dire que si le chef le fait, on peut le faire, quoi. Et donc effectivement, ça a été. Et oui, puis c'est plus jeune, je pense. Ouais, et puis tu vois, il y a des faits de groupe, et puis c'est vrai que Max, il avait ce côté un peu grand frère. C'est comme ça aussi qu'on le voyait, quoi. C'était un peu le grand frère cool, les converses, la musique. Le gars était juste cool, quoi. On avait envie d'être le petit frère de Max ou d'être son pote. Donc oui, certainement qu'il a
peut-être sans le vouloir d'ailleurs, ouvert la voie à ces gags IRL qui vont effectivement avoir des fortunes diverses, mais qui globalement quand même, j'insiste un peu là-dessus, étaient assez bon enfant, surtout en comparaison de ce que subissent les stars des réseaux sociaux aujourd'hui, quoi. Alors, je reviens sur Fesse de Babouin, dont tu dévoiles non pas l'identité, parce que j'imagine que tu as changé son prénom, mais le profil. Ça, c'est une histoire qui m'a marqué, je vais pas trop révéler. Ça m'a marqué pour son ambiguïté, et comme elle est assez précise, j'imagine que tu lui as recueilli cette histoire de Fesse de Babouin lui-même. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quel regard, lui, il porte sur certains de ses actes, à la limite de la malveillance, et sur l'impact que ça pouvait avoir sur Gérard, avec cet effet crescendo, Gérard qui était de plus en plus parano, etc. Si tu veux, c'était... Le regard qu'il porte, c'est celui du gamin qu'il était. Enfin, tu vois, il a, je sais plus au moment exactement où il entre en contact avec Gérard, mais enfin, il est pas vieux, hein. Ah, il est doit jeune, avoir 15 ou 16 ans. Ouais. Et oui. Et au départ, il y a ce côté un peu, tu vois, il voulait en être, quoi. Il y a cette émission incroyable, il y a cette interactivité des auditeurs avec Gérard, il y a cette permissivité que tu viens d'évoquer, et tout ça, effectivement, lui donne envie d'aller voir par lui-même, quoi. Et puis peut-être d'avoir sa place dans le show. Évidemment, aujourd'hui, les choses sont différentes. Moi, je l'ai rencontré, il a rencontré la fille de Gérard, donc il porte un regard différent, mais les choses se passeraient probablement différemment maintenant qu'il connaît la fin de l'histoire. Il faut se dire ça aussi, c'est-à-dire ce qui est compliqué quand on veut à tout prix juger cette histoire 25 ans après et les protagonistes qui ont participé, c'est qu'on connaît la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, elle est triste, elle est tragique. Donc forcément, on pose un regard différent à la lumière de cette fin. Et j'ajoute quand même, parce que là on est en train de parler de ça et tout ça, c'est que nous aussi on était dans l'histoire, on était auditeurs aussi, donc c'est vrai. Faut le préciser aussi. Mais c'est bien de le rappeler. Bah bien sûr, non mais c'est important parce on était là-dedans, on a rigolé aussi. Hein. Absolument. Mais je veux dire, ça nous exonère pas. Moi, je sens et je pense que ce livre est une forme aussi, tu vois, pour moi de. Alors il y a un média qui a parlé de repentir. Je me sens pas non plus un mafieux, tu vois. Pas exagéré. Pas exagéré. C'est des mots trop forts. Voilà, c'est des mots trop forts, mais c'est une forme. Voilà, j'essaie de rendre par ce livre. Un hommage, une dignité, comme je l'écris, que je pense nous avons contribué à lui voler collectivement, quand même, il faut en être conscient. Donc oui, il y a probablement une forme de culpabilité, mais en tout cas, on ne savait pas que l'histoire allait se terminer comme ça, quand même. Et donc Fesse de Babouin, il savait pas que l'histoire allait finir comme ça, et malgré les choses trappes dans lesquelles il a fait tomber Gérard, il y avait une amitié réelle, et je l'écris d'ailleurs, hein, et cette amitié, elle se manifestait par des heures passées chez Gérard, des après-midi, après les cours, au lieu de rentrer chez lui, où il était là à préparer les débats, et donc à glisser des questions cons qui allaient bien nous faire marrer le soir même, mais aussi à écouter Gérard s'épancher de ses problèmes de meufs, de ses problèmes de fric, regarder la télé avec lui assis sur le canapé. Il a fait tout ça, Fesse de Babouin. Donc les choses sont pas simples, sont pas monolithiques, et si elles étaient pas complexes, j'irais pas consacrer 300 pages, quoi. Ouais, donc c'est clair. Il faut nuancer ça aussi. Ouais, et on lui doit le débat sur les slips jaunes à Fesse de Babouin, je crois. Entre autres. Donc, ouais, merci, entre autres. merci. En fait, à chaque fois, vous vous marrez en écoutant les débats, en vous disant, mais qu'est-ce qu'elle est con, cette question. Oui, c'est Fesse de Bab qui les a écrites. Donc, faut-il prendre l'alphabet au pied de la lettre? Écoutez-vous la radio seule ou en bande? Tout ça, c'est Nico. Les trains font-ils l'amour pendant les grèves? Est-ce que les tornades s'arrêtent de tourner les jours fériés ou autres? Enfin, mais ça, tu vois, pour moi, c'est du génie. Hein. C'est hyper marrant. Bah oui. Ouais, et pour moi, pour moi, là-dedans, il y a toute la poésie de Gérard, même si je me doute bien que ces questions-là, c'est pas forcément lui qui les a écrites. Il avait des ghostwriters, hein. Ouais. Mais ça passe par sa bouche. Et pour moi, c'est ça que j'aime le plus, je pense, dans Gérard, et c'est là qu'il y a son côté poète, c'est quand il dévoile sa propre vision du monde. Parce que dans son monde à lui, c'est Vincent Lagaffe qui co-anime le Big Deal avec un véritable extraterrestre.
Et dans son monde à lui, quand il y a l'euro qui arrive, il y a une des questions à se poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir jouer à pile ou face avec les euros ? Et il est capable de poser la question sérieusement, et ça, moi, je trouve ça génial. Est-ce qu'on va pouvoir payer en Euro Disney ? Est-ce que le Brésil est en Europe d'ailleurs. Mais il y a un petit côté, il y avait un petit côté, je sais pas si vous aviez lu ce bouquin, Le Prince des mots tordus. Ah oui, je connais, j'ai très bien connu ça moi. Ouais, t'as ça et puis ce côté comment il tordait les expressions, c'était super poétique ça aussi. C'était incroyable et ça c'est en plus c'est des trucs qui sont rentrés même les potes c'est rentré dans notre vocabulaire en fait ces expressions, c'est ça qui est assez incroyable en fait aussi. Il me semble que c'est dans le débat sur les femmes enceintes où il y a un délire sur le nombre d'heures par jour, il en arrive à dire qu'il y a 12 heures dans une journée. Ce genre de truc ça me faisait beaucoup rire parce c'était absurde en fait, c'était des trucs ça sortait de nulle part, tu pouvais même pas comprendre comment il en arrivait à cette réflexion. Est-ce que c'était de la stupidité Moi, c'est pas ça qui me faisait rire, en tout cas. C'était pas qu'il passe pour quelqu'un de bête en disant ça, c'était plus le côté absurde. Le côté foutraque des débats avec des thèmes improbables, les slips jaunes, les ovnis, les sosies, il y avait des trucs... Il y avait des trucs complètement capillotractés qui étaient vraiment très très drôles et je pense qu'ils restent encore drôles. Malgré les changements d'époque et tout ça, on peut changer de lunettes, on peut changer les normes sociales et les normes médiatiques. Il n'empêche qu'on a fait des trucs vraiment marrants. Enfin, je dis on, mais ils ont fait aussi même avant que j'arrive, parce qu'il y en a beaucoup qui datent de plus loin. Les Didi, il y a des trucs, les routiers. Il y a eu des trucs hallucinants dans tous les débats et vraiment très très drôles. Moi, ce que je préférais, c'était ce que Manu avait mis en place avec ces 4 habituels qui étaient des gens qui étaient fins, qui maîtrisaient parfaitement le truc, qui connaissaient Gérard à la perfection et qui savaient et dont on sentait qu'ils avaient de la tendresse pour lui. Ils étaient pas là pour se défouler sur lui. Enfin si, bien sûr que c'était un défouloir, mais ils étaient pas là pour se défouler méchamment sur lui et juste se foutre de sa gueule. Ils participaient à un truc. Et moi, je faisais les débats dans ce même esprit, c'est-à-dire, Gérard, en fait, tu sais quoi ? Moi, je vais dessiner au standard, et moi, je vais m'absenter, et puis moi, je suis une fille, et puis je suis une fille amoureuse, j'ai mon mec Marco qui est dans les parages. Donc, en fait, libre à toi de réagir normalement, sainement, ou libre à toi de faire ton Gérard. Mais ça m'appartient pas, en fait. Si ça te fait péter les plombs que je suis en train de faire un dessin, que je travaille pas bien, c'est toi qui te tiens pas, mon gars, c'est pas moi qui fais un truc hors limite, quoi. Et moi, je le voyais comme ça, je le prenais comme ça. Et honnêtement, j'ai pas trop franchi la ligne. Je l'ai fait 1 ou 2 fois. Je l'ai fait notamment une fois où j'ai entarté sa bagnole. Recouvert de PQ, totalement couvert de PQ sa bagnole. Ça, c'était pas très sympa, il faut reconnaître. Mais moi, en fait, je me suis pris un portable en pleine gueule pendant un débat, dans le genre des choses qui m'ont fait vraiment halluciner. Une fois, il m'a vraiment jeté un portable en pleine tronche. Et alors, on n'était pas période MeToo et tout ça encore, mais faut pas oublier un truc avec Gérard, c'est que on s'est foutu de sa gueule comme on pourrait plus le faire aujourd'hui. Mais moi, en tant que petite nana, il y a des trucs qui passeraient plus non plus aujourd'hui. Et réellement, il m'a fait mal. J'ai cru qu'il m'avait pété le nez sur le moment parce qu'il a très très violemment, il m'a balancé un portable à la gueule. Et ce jour-là, c'était encore à nouveau parce que je faisais des petits dessins au lieu de répondre au standard. Ça le rendait hystérique. Et ça fait partie des choses qui pour le coup, je le raconte parce que on n'était pas filmé à cette époque-là, en tout cas pas tout le temps. Et donc, je crois pas que les auditeurs le savaient. Parfois, il montait très très vite en pression, Gérard. Et ça n'était pas que à cause de ce qui était dit, c'était aussi des choses visuelles qui se passaient, qui avaient lieu en parallèle et en plus. Et typiquement, moi, quand c'est Manu qui m'avait filé le truc, il m'avait dit il va pas supporter si tu fais ça et tout, merci Manu. Et effectivement, quand on commençait les débats, il y avait toutes les lignes qui sonnaient, et moi, il me regardait, il me jetait des regards noirs. Et puis hyper zen, je faisais des petits dessins, en plus je dessine très très mal, donc voilà. Et ça, vraiment, il aimait pas du tout, et ça le faisait monter en pression assez vite. Mais ce jour-là, ça l'a fait monter en pression un peu trop vite et un peu trop fort, parce qu'il était peut-être pas dans son état tout à fait normal. Et il m'a balancé son vieux Nokia 3310 en pleine face. Et franchement, ce jour-là, il s'est passé un truc où je me suis dit,
ok, Gérard, ça va d'avoir pitié de lui, mais à un moment, tu te protèges aussi, et voilà. Donc je lui en ai un petit peu voulu pour ça. Et là, je me suis rendu compte qu'on n'était pas dans un cadre tout à fait normal, quoi. Dans le conte de minuit, les titres des chapitres sont tous des citations de Gérard. Une bonne partie sont des questions qu'il a posées pendant ses débats. Voilà mes deux préférés. Débat sur les couples, 23 octobre 97. Que pensez-vous des couples célibataires? Débat sur New York, 26 novembre 98. Alors, pensez-vous qu'il fait jour à New York quand il est 18h à Paris et qu'il pleut? Tu peux nous en dire plus sur ton choix de chapitrage? Moi, c'est ma préférée, celle sur New York. Hein. Je m'en suis toujours jamais remis. Elle est magique. Elle est incroyable, quoi. Vraiment, elle est incroyable. Écoute, c'est amusant que tu poses cette question. Ça arrivait très tard dans l'écriture du livre. Alors, j'ai commencé à écrire le bouquin en faisant chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Après, je me suis dit, bon, quand même, il y a beaucoup de chapitres, il faudrait les titrer, quoi. Et puis, moi, je suis pas très fan, tu vois, des titres genre, Un cri dans la nuit. J'ai commencé à trouver des titres de chapitres qui étaient, ça marchait pas. Enfin, je trouvais ça trop bateau. Puis ça allait pas avec le bonhomme, ça allait pas avec l'histoire, ça collait pas, quoi. Et j'ai cherché une idée comment titrer ces chapitres de manière à ce que ça fasse sens aussi et que ce soit en accord avec l'histoire que je raconte, quoi. Et je sais plus exactement comment m'est venue cette idée de commencer les chapitres par des citations de Gérard et en l'espèce par des questions, à une ou deux exceptions près d'ailleurs, mais la plupart c'est des questions. Mais je me souviens que quand l'idée m'est venue, je me suis dit mais ça va être un enfer parce qu'il va falloir que je me réécoute 200 heures de débat pour trouver la question qui va bien avec ce que je raconte dans le chapitre, parce que évidemment ce sont pas des questions que j'ai choisies de manière aléatoire. Quand tu termines le chapitre, si t'as pas compris au début, quand tu termines le chapitre et que tu regardes la question qui ouvre le chapitre, tu comprends évidemment le sens que j'ai voulu donner à ce choix. Oui, il y a toujours un lien, ouais. Il y a toujours un lien. En plus, des questions qui, dans le contexte des débats, étaient rigolotes. Et qui, dans le contexte de ton livre, on sait ce qui vient. Enfin, quand on connaît un peu Gérard, on sait ce qui vient. Ouais. Et voilà, pour pas... C'est aussi que ça m'amusait vachement de me dire que les gens vont penser à une couillonnade en lisant le titre du chapitre, et en fait, ça confère évidemment l'histoire que je raconte une profondeur totalement inattendue à ces questions, quoi, qui... Ouais, grave. Au départ, sont des trucs rigolos, quoi. Évidemment. Ouais, c'est vrai, ça fait un... Ouais, c'est vrai, ça fait un... Pas un contrepoint, mais c'est un contre-pied bizarre, ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est vraiment cool. Ça donne une deuxième lecture, en fait, totalement à ces questions. Ça leur donne une autre dimension. Ouais, c'est vrai, ouais. Que simplement la couillonnade marrante, quoi. Et en fait, ça a été un enfer, littéralement, quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me fade. Alors, j'ai de la doc, hein. Il y a notamment un type que je chie dans les remerciements qui m'a filé un cahier où il a noté scrupuleusement tout ce qui se passait dans chaque débat avec un timer. Enfin, je veux dire, le gars est dingue, quoi. Et ça m'a permis de pas avoir à écouter non plus les 200 heures de débat. Enfin, 200, plus que 200 d'ailleurs. Mais il y a 200 débats. Donc il y a au moins 200 heures, mais il y a des débats qui sont beaucoup plus longs que l'heure prévue, quoi. Si j'avais su, je t'aurais envoyé... Enfin, si on s'était connus... Tu renvoyé un pote que je salue, From Duck, fromage de cul, qui lui avait isolé isolé énormément de phrases de Gérard, mais énormément, et qui les a tout été annoté, quoi. Wow. Donc t'aurais gagné beaucoup de temps. Désolé. Ouais, écoute, je regrette de qu'on se soit pas parlé plus tôt, parce que je peux t'assurer que ça a été un putain d'enfer, et parce qu'il y a des fois, tu vois, j'avais des chapitres, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais trouver, parce que moi je savais ce que j'avais raconté dans le chapitre, si tu veux, quel pan de la vie et, bah ouais. Et la morale du chapitre, si tu veux, que je voulais mettre en avant, mais il fallait que je trouve la question qui allait avec, quoi. Et donc ouais. Ça a été un boulot mais de fastidieux, t'as pas idée, quoi. C'était totalement emmerdant, et je me suis dit en fait au bout d'un moment j'ai failli arrêter. Parce que je crois qu'il y a 24 chapitres dans le bouquin, j'en ai même plus là sous les yeux, parce que je crois que j'en ai plus du tout d'ailleurs. Moi je l'ai ton livre. Ouais, merci. Attends, t'as numéroté au moins, je crois que j'ai numéroté, qu'il doit y avoir 24 chapitres, je crois. Je sais pas. Bon, en tout cas, il y en a plus de 20, c'est sûr. T'as pas numéroté. T'as pas fait du bon boulot. Moi, j'ai pas fait du bon boulot, mais parce que je suis pas rigo, c'est tout. C'est ça. Mais donc, il y a des fois où j'avais des trous, et je me suis dit, mais ça...
laisse tomber cette idée. Ça. Et puis je me suis dit bon, maintenant que j'ai commencé, puis ça donne un aspect super cool au bouquin, quoi. Enfin super marrant. C'est vraiment cool. Donc j'y suis allé au bout et voilà, j'y suis arrivé. J'espère et je pense en plus que c'est pas trop factice, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y a vraiment quand même un petit sens. Réel. Ah oui, il y a un truc toujours quelque chose toujours qui non, c'est assez profond, hein, c'est assez profond du coup par rapport à la vie et par rapport comme tu disais au côté rigolard initial de la question. Et si ça peut te rassurer, j'ai vécu un peu la même chose que toi parce que dans une émission en fait qu'on fait mauvais travail, Francky m'a demandé un jour de trouver des répliques de Gérard qui devaient coller parfaitement à la situation et j'avoue je me suis tapé un petit peu des débats pour trouver un petit oui, un petit machin, un petit truc. Et c'est très compliqué parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui parle sur l'autre et tout. Donc c'est tout le temps. Ouais. La question qui me vient en premier, c'est pensez-vous qu'il fait jour à New York quand il est 18h à Paris et qu'il pleut? Pour moi, c'est une question ultime, mais parce que c'est celle qui me revient en tête le plus facilement. Et parce qu'elle est bien absurde. Ça me fait beaucoup rire. Mais il y a eu plein de questions. Moi, il y a une question qui me tient à cœur, c'est combien on est sur l'IRC. Et il y a toutes les questions sur l'IRC justement que j'ai lues. Et il y avait du talent. Francky, t'en étais où toi d'ailleurs? J'aimerais revenir sur un moment qui fait basculer la narration du livre. On a suivi le parcours de Gérard vers la starification, à l'échelle de la bande FM de la fin des années 90, sous l'œil parfois amusé, parfois consterné de son patron Max. Et on va se rendre compte que pour Gérard, Max c'est plus que ça. Le chapitre tire son titre du débat du 2 septembre 99, consacré à la vie de couple. Peut-on vivre en couple lorsqu'on est SDF? Alors déjà, la question, qui a été rédigée par un complice, porte sur deux sujets de moquerie. La vie précaire de Gérard et sa vie de couple avec Sandy, dont le physique sera maintes fois moqué au cours des débats. Sachant qu'un mois après ce débat, le couple logeait au centre des sans-abri de Nanterre. Thibaut, tu évoques d'abord un moment singulier que Max n'a pas vu arriver. Moi je veux te dire, tu sais ce que t'es pour moi? Moi, je veux dire, t'es mon père. C'est tout. Ouais. Point final à la ligne. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute après ça? Bah, c'est chaud. Je suis ton père. Non, mais là, donc je suis ton père. Je suis plus qu'un beauf, je suis ton père. C'est bon? Je suis plus qu'un beauf, pour toi, je suis ton père. Non, mais c'est gentil ce que t'as dit, c'est vrai? Et donc, faut que je me démerde avec ça? On en discutera après hors antenne, c'est tout. Tu sais pourquoi? Exact. Pour moi, c'est le moment où Max, s'il l'avait pas déjà fait, prend la mesure de la place que Gérard lui donne dans sa vie et d'une certaine responsabilité qu'il a vis-à-vis de lui. Mais c'est aussi et surtout un de ces moments où l'auditeur que nous étions, même si on n'était pas forcément indignés, pouvions nous rendre compte de la détresse affective de Gérard et ne plus rire du tout, à moins d'être complètement cynique. Dans ton livre, juste après nous avoir raconté cet élan du cœur de Gérard vers Max, tu as choisi de retranscrire un extrait d'une émission où Gérard se révèle dans toute sa fragilité. Ça se passe le 12 janvier 2001. Alors, on va faire une chose qu'on n'a jamais faite, c'est tout simplement de te parler de toi. D'abord, d'où tu viens, Gérard? Exactement. Où es-tu né? À Puteaux. À Puteaux. Donc, en fin de compte, tu es un enfant de Paris et de la banlieue, quoi. Voilà. D'accord. Donc, tu as été à l'école en banlieue parisienne. C'est ça? Enfin, t'as été à l'école en banlieue parisienne. D'accord. Comment, sans aller jusqu'au niveau d'études, mais est-ce que tu gardes des bons souvenirs de l'école? Pas trop, parce que bon, j'ai eu quand même des petits problèmes, donc je ne dirais pas lesquels. Non, c'est-à-dire des problèmes d'ordre professeur avec tes élèves, tu t'entendais pas très très bien, c'est quoi? Non, vis-à-vis des parents. Vis-à-vis des parents, de tes parents à toi? Soi-disant. Non mais c'est tout. On avait dit que... D'accord, ok. Mais je veux dire, sinon, est-ce que tu gardes de bons souvenirs avec des élèves? Est-ce que tu te souviens sans donner le nom de famille, d'un prénom? Est-ce que tu avais un super pote à toi quand tu étais en maternelle ou en école scolaire avant d'arriver Non, parce que là où j'étais... intervenir après. Ouais. Là où j'étais, je pouvais pas avoir de bons souvenirs. Si tu veux, bon, tu sais très bien le problème, on en a discuté, on avait dit qu'on n'en parlerait pas trop à l'antenne. Non, mais tu dis ce que tu as envie de dire, mais c'est un truc avec des initiales. Tu peux en dire, tu peux dire. Non, mais Gérard, tu peux dire sans te dévoiler, je veux dire. Donc t'as pas de bons copains, t'as pas de souvenir de bons copains au bahut. Non. Et de professeurs non plus, tu trouvais marrant ou un cours qui tu trouvais sympa. Quelle était ta matière préférée? De matière préférée, on me laissait dans le fond d'une classe, c'est tout. Comme je le disais tout à l'heure, ce moment, qui arrive dans la seconde moitié du livre, fait basculer la narration. Gérard vient de dévoiler ses blessures, et tu ouvres une enquête. Le chapitre suivant nous raconte sa petite enfance. Cette idée précise de structure du récit était venue comment?
Si tu veux, il y a certains principes dans la narration à respecter pour qu'une bonne histoire soit une bonne histoire. Et l'une des clés qui fait qu'une bonne histoire est une bonne histoire, c'est que le personnage principal traverse des phases différentes. Et que le lecteur ou le spectateur, quel que soit le type de média, change d'opinion sur le personnage principal au fur et à mesure que celui-ci subit des évolutions. C'est de l'exégète un peu là, mais tous les grands techniciens du scénario racontent ce genre de choses. Et en fait, je voulais que le lecteur passe par ces phases-là, c'est-à-dire qu'au départ, Gérard, c'est un type lambda, probablement carencé, mais on sait pas trop. Ensuite, c'est quand il arrive à l'antenne, c'est un cassos. Ensuite, c'est un monstre de foire aux monstres, mais quand même il est rigolo. Ensuite, ça devient un type assez insupportable parce que on lui tend des mains, mais il les repousse. Et chaque occasion qui lui est donnée de se remettre en selle, ça marche pas parce qu'il va pas au bout, parce qu'il abandonne et tout. Donc on en arrive à un moment où il devient agaçant pour le lecteur et où il se dit mais en fait ce type-là est incorrigible, on n'arrivera jamais rien à en faire. Et c'est là qu'intervient le chapitre sur son enfance, parce que je veux qu'au moment où le lecteur se dise mais ce type est incorrigible, on n'arrivera jamais à rien avec lui. Dès qu'il a une occasion, il la gâche. Et c'est juste au moment où je te présente son enfance, c'est-à-dire que le lecteur qui commence à être agacé par le personnage va comprendre que il y a des ressorts derrière tout ça qui vont expliquer son comportement jusqu'à maintenant. Et donc c'est là que le lecteur normalement constitué se voit livrer des clés qui lui permettent de comprendre ce type qui était passé par toutes ces étapes que je viens de citer, où on se disait mais ça part dans tous les sens, on commence par un type, un pauvre type mais normal, un cassos, un type insupportable, voilà, là il y avait quelques verrous et on vient de me donner quelques clés quoi. Donc l'idée, je voulais placer ce moment-là de l'histoire effectivement aux 2/3 à peu près du récit, pour cette raison-là. Et à partir de là, on va pouvoir vraiment connecter avec le personnage, la narration bascule, et on sort de l'illusion des médias et du monde médiatique et de la société du spectacle, et on arrive dans la vraie vie, quoi. Et la vraie vie, elle est pas aussi jolie. Et non. Très bien. Alors, on va arriver vers les dernières questions. Tiffen Fenwick, une auditrice, voulait savoir si tu comptais adapter le livre en livre audio entièrement enregistré à la CB, en guise d'hommage ultime. D'ailleurs, tu parles de cette passion CB au début, on n'en parlera pas non plus parce que voilà, c'est très très mignon. Ouais, c'est vraiment un très joli passage du bouquin, je trouve. Ouais, c'est magnifique. J'ai pas écrit dans le livre. Je l'ai regretté un peu après, mais enfin, j'ai tellement réécrit ce livre qu'au bout d'un moment aussi, il faut que tu t'arrêtes, sinon tu deviens fou. Mais Gérard avait raconté dans une émission qu'il était fan des routiers sont sympas, la fameuse émission de Max Meignier, voilà, sur RTL, et qu'il était même allé plus jeune aux entrepôts Calberson où était enregistré en direct et en public l'émission de Max Meignier, et que c'était évidemment son émission préférée de la radio. Donc effectivement j'en ai pas parlé, et pourquoi est-ce qu'on parlait de ça, je ne sais plus. Je sais plus. D'ailleurs, à titre personnel, moi j'ai connu Gérard en étant dans un camion. Hein. C'est vrai ? C'est quand même incroyable. Ouais, vraiment. Non mais vraiment. Plus, ah ouais, la chance. Mon père à l'époque, il était chauffeur routier. Ah ouais ? Et j'étais bien jeune. Je crois que je rentrais en 6ème, et là j'ai commencé à entendre des histoires de cons. Mon père pensait que je dormais. Et voilà. Et donc j'ai entendu pour la première fois la voix de Gérard. Mais tu sais que un des personnages du livre, je dirais pas lequel parce que je sais pas s'il vaudrait que je raconte ça, mais travaille à la division poids lourd d'Iveco. Putain, voilà. Non mais comme quoi il y a des destins qui se sont faits grâce au débat de Gérard, je pense. Exact. Alors moi j'ai une dernière question pour toi Thibaut. Si tu pouvais poser une question à Gérard,
laquelle ce serait, sachant que tu n'as pas le droit de lui demander quelle est ta fréquence. Bah non. Bah j'imagine bien. Le problème, c'est que les questions que j'aurais envie de lui poser, c'est le plus gros spoil du livre, donc ça m'embête un peu de le dire. Bah non, mais des questions, des questions dont des réponses, du coup, t'aurais pas envie de les poser. Là maintenant, tu vois, après ce travail de bouquin, tu as le script de Gérard qui arrive, il dit bon bah tu peux me poser une question, vas-y, je te réponds. Ouais, je pense quand même que je lui demanderais, c'est probablement la première question qui viendrait à n'importe qui, mais je lui demanderais s'il était conscient de ce qui se passait, quoi, s'il était conscient que la débat de Gérard, c'était pour le tourner en bourrique. Ouais, je pense que probablement je lui poserais cette question, ouais. Mais c'est vrai que quand t'en parles dans le bouquin, c'est vrai que Gérard, il le lance comme ça à un moment. Non, mais je sais bien qu'il se foutait de ma gueule et tout. Et il y a aussi les vidéos qu'on peut trouver en fait des re-uploads de Fun TV où tu vois qu'il gueule mais qu'il a quand même un sourire et qu'il est là genre en fait il est là et puis en fait tu le vois il est en train de se marrer en même temps, quoi. Donc je pense qu'il avait capté qu'il était quand même dans un jeu, quoi. Et puis il a trouvé une place quelque part. Il a une place. Il y a une attention sur lui. Il a sa place. Il arrive énervé, on aime qu'il s'énerve. Il est content, on est content aussi. Puis il faut demander à Manu et Rigaud et tout ça. Je pense que ils ont des trucs là-dessus. Non, pas tellement en fait. Je t'assure parce que c'était une des quêtes du bouquin, c'était d'essayer d'avoir le fin mot de cette histoire. En vérité. Même Max a dit des choses très contradictoires là-dessus. En interview, il a dit mais bien sûr, qu'il avait prévenu Gérard que tout ça était une mascarade. Et en même temps, il a aussi dit, et ça c'est un passage que je reprends dans le livre, qu'il se demandait comment il avait fait pour manipuler Gérard à ce point. Donc c'est bien la preuve que les choses étaient pas si évidentes. Si tu fais le bilan à la fin, donc on n'a pas la réponse à la question, hélas, parce qu'on peut pas la poser à Gérard. Effectivement, t'as raison. On le voit avoir cette espèce de demi-sourire que j'essaie de décrire dans le bouquin, parce que il avait toujours ce demi-sourire qui est un peu... Oui, c'est vrai que tu parles d'un sourire un peu figé, mais là c'est vraiment un truc de beau. T'as raison, on voit bien que ça l'amuse. Et en même temps, il faut quand même se rappeler que jusqu'au dernier débat, Gérard commence toutes ses émissions en disant « J'espère que vous allez bien bosser », quoi. Et il y a toutes ces réunions avec les standardistes, parfois filmé hors antenne, donc on sait que c'est vraiment la vraie vie, où Gérard fait des mises au point en disant vous allez arrêter de sélectionner des types qui me font gueuler, vous allez sélectionner des mecs bien, donc jusqu'au bout il a cru, et ça donc c'est irréfutable, que c'est parce que les standardistes ne faisaient pas correctement leur travail qu'il avait des auditeurs qui le faisaient enrager. Donc c'est bien la preuve qu'il n'avait pas conscience que tout ça était cousu de fil blanc, malgré tout. Les standardistes ont pris des chaises et des briquets dans la tronche. Bien sûr, et des téléphones aussi. Et des téléphones, faut rappeler qu'ils ont souffert aussi un peu. Mais là-dedans aussi, avec ce truc de réunion et tout ça, il y a un aspect aussi du personnage que tu fais ressortir en parlant de sa jeunesse, en parlant de ses premiers métiers, son adolescence, etc. C'est cette envie de bien faire. Et cette envie d'aider et de bien faire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui le rend attachant, parce que tu vois que c'est le gars, en fait, pareil, ça c'est touchant aussi de se dire que ce mec, il aurait voulu faire de la mécanique, il aurait voulu faire plombier aussi, ça l'aurait branché, et qu'en fait, à cause de ses capacités intellectuelles, il a pas pu. Mais que c'était un mec qui à un moment donné voulait aussi faire des choses, voulait un peu entre guillemets entreprendre. Après, dès qu'il arrive à toucher du doigt quelque chose, on dirait qu'il se débrouille pour que ça dure jamais trop longtemps. Et oui, il se saborde un peu, c'est bizarre. Il y a ça, mais il y a ce côté comme ça, envie de bien faire en tout cas, d'aider, de trouver sa petite place, un peu modeste. Totalement. Et ça se manifestait à l'antenne aussi. Gérard demande, et c'est devenu un des gimmicks les plus populaires de la communauté, la fréquence. C'est un truc qui ne se fait plus en FM depuis 1985, si tu veux. On s'en tape, la fréquence des mecs. Mais il a son cahier, et on le voit très bien dans les débats filmés sur Fun TV. Il note systématiquement la fréquence, parce que pour lui c'est un réflexe professionnel, c'est la preuve qu'il fait correctement son travail. Pareil pour le fameux pas de marque, qui est devenu aussi un gimmick, parce que il a dû voir ça à l'antenne, à la télé, où on n'a pas le droit de citer des marques, parce que c'est considéré comme de la publicité clandestine. Et donc il va s'attacher à ce genre de
de principes que personne ne lui a demandé de suivre, mais qui pour lui sont les signes d'un professionnalisme certain. Et donc ça c'est génial, ça. C'est comme un enfant qui joue aussi, qui décide des règles par rapport à ce qu'il a vu et qui dit la vie c'est comme ça et qui applique ses trucs dans son jeu. Et lui, au carré, il le fait. quoi. Et au carré sans jamais déborder. Et je pense pas qu'il y ait un débat, une question, un intervenant à qui il a pas demandé sa fréquence. Et si jamais vous réussissez à trouver cet extrait-là, Gérard aurait considéré que c'était une faute professionnelle, quoi. Donc il a ce côté très méticuleux. Je pense qu'effectivement il aurait fait un très bon mécano, il aurait fait un très bon plombier. Mais bon, on est à l'époque, à la fin des années 60, au début des années 70. Dans une France qui a tendance à mettre sur le bord de la route très rapidement et à se faire sortir du système des jeunes qui sont considérés comme inaptes parce que avec des capacités cognitives limitées, ce qui était effectivement le cas de Gérard, en tout cas qui avait une instruction très faible et qui n'arrivait pas à passer un plafond de verre en termes d'instruction. Mais j'espère que les petits Gérard de 2024 qui veulent faire de la mécanique, on les envoie en mécano, faire le mécano, quoi, parce que putain, quel putain de gâchis, quoi. C'est clair. Non, moi j'avais pas grand chose donc avant de dire au revoir. Si, c'est un truc, ça peut-être ce sera hors antenne, mais juste c'est un truc bizarre. En 2005, donc Francky et moi on était en Belgique en 2005, c'est quand Gérard est décédé. Et en fait, je rallume ma radio pour écouter Fun et Max, mais j'avais pas écouté depuis, je pense, des années, quoi. Et là, t'as un auditeur qui arrive et qui vient interpeller Max, et comme souvent, apparemment, il venait lui demander des nouvelles de Gérard. Et là, Max, t'es un peu agacé. Ouais. Il se fend d'un mais il est pas là, Gérard, il est mort. T'as un truc un peu comme ça, quoi. Et en fait, et ça, je crois, Francky, je te l'avais raconté direct parce qu'on était pas loin là-bas. Et ben Gérard, alors ma mémoire elle me fait sûrement défaut, mais je crois que j'ai appris la vraie mort de Gérard le lendemain. Ouais, c'est une histoire qui est connue chez les GG Fil, mais c'est bien que tu la racontes. J'ai failli la garder dans le bouquin et puis. Parce que je l'ai vraiment vécu, c'était très bizarre. Incroyable. Oui. Alors le problème c'est que c'est difficile de dater cette émission précisément, mais certains archivistes des débats estime qu'elle s'est produite alors que Gérard était déjà mort. Ouais, il y a eu un délai entre de toute façon. Ouais. Il y a eu un délai important puisque Gérard meurt le 6 mai, si ma mémoire est bonne. 6/05. Et voilà, le 6 mai 2005, et c'est annoncé via un auditeur sur les internets le 10. Et le temps que Fun Radio vérifie l'info, je pense que Max doit annoncer la mort de Gérard à l'antenne autour du 12 ou 13 mai. Donc 6-7 jours après son décès effectif. Et effectivement, c'est difficile de dater ça précisément et de manière certaine, mais selon les versions, c'est arrivé alors que Gérard était déjà mort, ouais. Ouais, mais moi c'était bizarre, j'ai vraiment allumé ma radio. J'ai pas écouté Max depuis des années, j'entends ça, et le lendemain, j'apprends ça, c'était assez fou, et bien entendu que Max n'était pas au courant. Oui, bien sûr, c'était une manière aussi, il faut le souligner. C'est bon, laissez-moi, voilà, il se faisait troller, il se faisait vraiment troller à l'antenne tout le temps par des fans de Gérard qui se faisaient filtrer au standard, et qui parfois quand même passaient le filtre. Et donc, évidemment, il faut comprendre ça comme une manière de clouer le bec de ceux qui viennent le faire chier avec ça, quoi. Bon, il se trouve que, pour le coup, la formule était malvenue. Bon, je vais lancer un... Merci beaucoup, Thibaut, déjà de t'être prêté à notre interview d'imposteur, parce que nous, on n'est vraiment pas journalistes. Également, merci pour ton travail incroyable qui a ému plus d'un GG Fil, je pense. J'ai vu des mecs qui sont ressortis des librairies les larmes aux yeux, quand même. J'ai vu ça sur les réseaux, et qui personnellement m'a fait pas mal réfléchir. En tout cas, c'était vraiment vraiment passionnant à lire. Je fais également un gros big up à Rigo, à Anka, à Manu et à Arnold également. Michel Toubi, notre pote GG Phil, Jean-Claude Tannen, et puis un autre fan de GG qu'on a connu au collège, Roland Blu-ray. D'ailleurs, à l'époque, il s'appelait Roland Laserdisc.
Évidemment. Thibaut, un dernier mot, des dédicaces, des trucs. Dis ce que tu veux. Ta carte blanche, comme on disait à l'époque. Non, juste écoutez Fun, quoi. C'est bon, c'est du bon son. Groove Dance Fun, ok, bah merci. Changez rien, 101.9. La fréquence, ouais, j'allais te demander la fréquence. Bah merci à toi. Merci à vous les gars, merci. Salut. Si je dois parler que du bouquin, quand je l'ai fini, bah voilà, j'étais passé par toutes les émotions possibles, que ce soit la tristesse, la joie, la peine, le rire, à plein de moments différents. Et je suis passé par tous ces moments. Après moi, c'est une histoire qui me suit depuis longtemps. Des ressentis, il faudrait que je te parle de celui que j'ai eu le jour où un journaliste m'a contacté pour me dire qu'il voulait écrire une biographie sur Gérard. Et c'était il y a 5 ans. Et d'autres trucs dont je peux pas forcément en parler. Mais moi, c'est une histoire qui m'a rattrapé. C'est une histoire qui me touche. C'est une histoire pour laquelle j'ai essayé d'œuvrer à mon niveau après. Parce que Radio Campus, effectivement, c'était pas ouf. C'était pas vraiment un hommage, je sais pas, c'était chelou. C'était une autre période de ma vie. Depuis, on a fait les sales gueules, on a fait une émission spéciale sur les débats, où ça a quand même aussi forcément parlé de Gérard. Mais voilà, il y a eu d'autres trucs entre-temps, et il y a ce bouquin maintenant. Et je dis pas que ça ouvre, peut-être que ça ferme un truc, peut-être que ça en ouvre un autre. Moi, j'en sais rien. Mais je sais que c'est la mémoire de Gérard qui continue de vivre, qui est éternelle en fait. Je peux vous raconter une anecdote sur le bouquin. Une fois que je l'ai lu avec Thibaut, on s'est eu au téléphone et on a parlé donc du bouquin pendant assez longtemps. Et à un moment, je lui ai fait réaliser qu'il y a une info qu'il aurait pu me demander beaucoup plus tôt en fait. Il y a une info que s'il m'avait demandé, je lui aurais dit bah ouais, ça c'est telle personne, machin. Et il l'a découvert autrement. Et ça, c'est assez incroyable. Je dois dire que le livre de Thibaut m'a foutu une claque dans le sens où, d'abord, ça m'a vraiment replongé dans une époque. Je trouve que Thibaut a une très belle plume, il écrit très très bien, et je pense qu'il écrit très bien également parce qu'il a un très beau regard. Il a une intelligence dans sa perception des choses. Et en plus, c'est un très bon journaliste, il est chevronné, il est travailleur, donc il a vraiment, moi je sais que je l'ai rencontré plusieurs fois pour ce livre, c'est d'ailleurs là que je l'ai rencontré. Et il a vérifié tout ce que je lui ai dit, il a cherché à recouper les infos, les anecdotes, etc. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup documenté pour écrire ce livre, et qui a voulu faire quelque chose de très complet. Je trouve que le résultat est vraiment réussi, qu'il y a beaucoup de choses qui sont très fidèles à la réalité, en tout cas celles que moi j'ai perçues, que j'ai vécues et celles que je lui ai racontées. Et c'est quelqu'un qui a grandi un peu en même temps que moi, puisque finalement il était auditeur au moment des débats. Moi j'étais de l'autre côté, j'étais dans le studio et j'y bossais, mais bon, j'étais toute jeune, donc je percevais pas forcément tous les enjeux et Thibaut a grandi, Thibaut a évolué, il a pas oublié ces années-là, il ne les renie pas. Et il travestit pas non plus ce qui a été fait à l'époque, ce qui a été ressenti. Moi, je l'ai entendu évoquer dans certaines interviews sur ce livre, la tendresse qu'on pouvait avoir envers cette époque et envers Gérard. Et je trouve que c'est très très juste sa façon de décrire les choses. Où il faut pas nier que on s'est foutu de sa gueule. Il faut pas nier que on s'en foutait un peu de connaître sa vraie vie. On pensait pas à sa famille, on pensait pas à son histoire en tant qu'homme, en tant qu'enfant, en tant que père, en tant que mec dans un foyer miséreux, tout ça, on n'y pensait pas. Après, c'était pas notre rôle non plus, et j'ai envie de dire que les auditeurs non plus pensent pas à ça quand ils écoutent. Quand on est à la radio, on est un personnage, qui qu'on soit. Donc, je veux dire qu'on passe à la radio en tant qu'auditeur ou qu'on passe à la radio en tant qu'animateur, on a des emmerdes dans sa vraie vie, des préoccupations et une personnalité qui n'intéresse que nous, en tout cas qui est pas censée être prise en compte par les autres à l'antenne, quoi. Ça reste un show, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on s'intéressait pas forcément à la vie de Gérard. Le livre de Thibaut est vraiment
je pense, l'ultime bouquin pour raconter cette époque. Et je trouve ça important qu'il l'ait fait. D'abord parce qu'aujourd'hui, il y a des téléréalités et d'une certaine manière des radio-réalités, que ce soit en podcast ou sur Twitch, ou voilà, il y a plein de gens qui s'essayent à faire plein de trucs. Et parfois, c'est un peu malheureux quand même. C'est bien d'avoir des références et de temps en temps se retourner et essayer de faire un petit bilan de tout ça. Je trouve que c'est très très bien. Et puis je trouve que Thibaut a évoqué le fait de rendre à Gérard sa dignité. Je trouve qu'il a très bien réussi et que c'est un très bel hommage à une période et à un homme, son livre. Donc merci Thibaut de l'avoir écrit. Merci les potes, big up mauvais travail, très bon moment, big up Thibaut. Donc voilà. T'as fait du bon boulot mon pote.